manque Jean-Christophe Raymond. On attend. Bah, je crois qu'il avait pour ça. Ah, ok. Et Thomas, il vient aussi ou pas? Ludovic? Il vient, Thomas? Dans la marche? Oui, il arrive plus tard. Alors Thomas, il arrive 15h30. Histoire de Bon, faire voilà. pour le mot de la fin. Il vient clore. Pour la post-production. Il vient vraiment pour le montage. Tu as Arnaud, c'est ça? Ouais, pardon. D'accord. Je regardais moi, je me dis ok, d'accord. Par élimination. Il n'y a pas Jean-Christophe, il n'y a pas Thomas. C'est ça. Ouais. Ouais. En même temps, tout le monde attend Jean-Christophe Raymond. On crée du désir. C'est commencé à 45. Ah bon, bah tout va bien. Il vole du tour. On fait des photos. Ils se regardent. Pendant ça, parce que Jean-Christophe Raymond, il connaît. Oui, tu le sais. C'est Anne Bennett qui va démarrer alors. Voilà. Bon, tu me présentes. Je vous présente Anne Bennett. Anne Bennett, on l'a rencontrée il y a 3 ans, 4 mois en tout cas, quand il était question de se dire est-ce qu'on va faire un nouveau rapport sur le court-métrage pour en parler, pour qu'on puisse se mobiliser. Et les institutions ont choisi Anne Bennett. Mais on a été très contents de ça. Et Anne a fait son 2e rapport qui s'appelait le thème du rapport, le titre du rapport. Parce que le Roca a fait le premier. Ah non, le troisième, parce qu'il y a eu Vichniac, Jean-Loup Vichniac. Anne Bennett. Bonjour à tous. Bon, déjà, avant de parler du rapport, bienvenue à la FEMIS. On est ravis de vous recevoir. Évidemment, la thématique incubateur de talent nous convient assez bien. Je crois que la FEMIS et la production de courts-métrages, on chemine, on se tient la main dans l'émergence des nouveaux talents du cinéma. Et donc, c'est très bien qu'on partage ce moment ensemble. Pour rebondir sur ce que tu disais, Ludovic, il y a eu un rapport, moi quand j'ai débuté dans la production de courts-métrages dans les années 90, il y avait un rapport dont tout le monde parlait, qui était le rapport de Jean-Loup Vichniac. Jean-Loup Vichniac était le premier rapport sur le court-métrage. Puis 10 ans après, il y a eu le rapport Roca. Et puis 10 ans après, le travail qu'on a conduit ensemble, donc en 2015, qui a permis vraiment de refaire un tour de toute cette énergie qui bouillonne autour du court-métrage, dans sa très grande diversité, à la fois diversité d'acteurs et d'intervenants, mais aussi diversité de tons, d'univers, de langage cinématographique. Et moi, je dois dire que revenir, passer du temps avec les gens qui font du court-métrage pendant ces quelques mois de rapport, ça a été très vivifiant et très stimulant de voir à quel point c'est un espace de liberté, de création et d'invention aussi. Donc, vraiment, c'est très joyeux, même si ce n'est pas toujours facile, et que les conditions économiques obligent les acteurs aussi à beaucoup d'inventivité et de souplesse. Mais je crois quand même que là, il y a une énergie et une envie qui se renouvelle et qui perdure dans le temps. Et c'est très agréable à observer, à constater. Donc je vous souhaite une bonne après-midi de débat. Et surtout, faites bien avancer les choses. C'est notre objectif Oui. au ROC, hein Jonathan? Voilà. Bon après-midi. Anne a démarré en parlant du 3e rapport. Pour moi, c'est le second. J'ai eu un oubli, ce premier rapport. Toujours est-il que ce qui est important, c'est pourquoi on est là, en fait. L'idée a toujours été de se dire comment remettre le film court-métrage au centre et comment, finalement, il prend sa place comme il l'a pris dès le début. On se rappelle tous que finalement les premiers films étaient des films de court métrage.
Et puis finalement, le modèle a évolué, le modèle s'est rallongé. Mais finalement, quand on fait du court-métrage, on ne fait pas du court-métrage pour forcément faire du long-métrage. La nouvelle est au cœur de la littérature et finalement, le court-métrage, il est là aussi pour raconter d'une manière extrêmement libre des aventures, des envies, des désirs. Et le rock, en tout cas tel qu'on l'a conçu il y a 10 ans, 11 ans maintenant, c'était aussi d'avoir un outil de communication pour rappeler et remettre les valeurs du court-métrage au centre de l'œuvre cinématographique. Et c'est pour ça qu'on est là, de réfléchir à la position qu'il doit avoir, à l'évolution des talents, au respect des œuvres et à une envie toujours extrêmement forte de raconter des histoires courtes, et pourquoi pas, après tout. Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir des histoires longues? On peut en avoir des courtes, on peut mettre plusieurs courts ensemble pour faire des histoires longues. Et c'est cette liberté qui nous intéresse aujourd'hui. Et comment les auteurs aussi accompagnent tout ça. Parce qu'on est tous ensemble, en fait. C'est ça qui est chouette dans le rock, c'est que c'est pas des réalisateurs, des producteurs, mais c'est des diffuseurs, c'est des salles, c'est des télévisions. C'est finalement tout ce qui crée cette richesse. Et on est hyper fiers, en fait, de revendiquer ce qu'on fait, de donner du temps pour ça, de donner du temps pour ce qu'on aime, pour créer des histoires et finalement du désir. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans cette idée de remettre le court-métrage à sa place, on parle très vite de diffusion. Et nous, c'est un peu un de nos enjeux cette année, ce sur quoi on planche, ce sur quoi on a envie d'œuvrer, ce sur quoi on travaille actuellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette table ronde, il va y avoir des genres de festivals, de chaînes, mais qu'on a l'impression que le court-métrage peut être aussi à un autre endroit qui est dans la salle. Et dans la salle de cinéma, donc, comme les autres films. Parce que quand on dit court-métrage, on peut imaginer des programmes de court-métrage, des courts-métrages isolés, des courts-métrages en avant-programme, des courts-métrages documentaires, des moyens-métrages, et qu'en fait, tous ces films, très clairement, peuvent avoir leur place au cinéma, et on a envie d'œuvrer à les y conduire. Alors les y conduire, ça veut dire créer du désir, donner l'envie d'aller les voir. Nous, un de nos fers de lance, une de nos idées, c'est de pouvoir les accompagner. Alors l'accompagnement, ça peut être le réalisateur, qui crée donc un événement autour de la projection, mais ça peut être des membres de l'équipe, ça peut être des comédiens, ça peut être le producteur, ça peut être un musicien qui crée quelque chose autour du film. Bref, qu'importe. Mais en tout cas, c'est que par le format qu'on a, nous, envie de défendre tel quel, qui est garant, à notre sens, d'une sorte de liberté totale de celui qui crée, du réalisateur, on a l'impression qu'il faut réfléchir à pouvoir lui donner les chances, et donc donner les chances à l'exploitant d'avoir envie de le programmer et de pouvoir créer une sorte d'événement autour de cette diffusion. Donc, en tant que rock, c'est un de nos fers de lance, une de nos réflexions, une de nos envies de pouvoir mener, là, dans les mois à venir, des courts-métrages en salle et de les accompagner. Et du coup, de créer purement du désir. Je pense que c'était le mot fer de lance de ce déjeuner. C'était le mot, et on voit à quel point, à un moment, il est un moment important de réfléchir sur des techniques. Toute la réforme autour du court-métrage, la RSA, etc., consistait à se dire comment est-ce qu'on va quantifier en salle le court-métrage. Il fallait modifier un logiciel. Il fallait avoir une impulsion pour modifier un système informatique. Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, la RSA reconnaît le court-métrage. Aujourd'hui, le court-métrage en salle est comptabilisé. Et on a tous eu autour de nous des gens qui disaient « Mais moi, je me rappelle avant, ouais, il y avait du court-métrage. » En fait, c'est un fantasme. Je ne sais pas si c'est un fantasme. On pense que c'est un fantasme. La réalité, c'est qu'en fait, il y a un désir. Et notre mission au rock, c'est en fait de créer ce désir de plus en plus pour permettre de continuer à avoir ces débats-là, de pouvoir se poser la question de savoir est-ce que le court-métrage est un incubateur de talent? Quel est le rôle du court-métrage en festival? Comment ça crée du désir? Et c'est notre mission, et on va continuer à le faire, j'espère, au mieux. Et on va... Parce qu'on sait que pour que ça marche, pour que ce désir soit là, ça demande donc ces fameux exploitants qui vont oser les programmer, mais aussi les équipes des films, les producteurs et les réalisateurs qui vont se dire on va prendre le temps de penser à cette diffusion, d'accompagner les films, qu'on va aussi se reposer sur les régions qui vont pouvoir imaginer faire venir un réalisateur et du coup faire bouger un court-métrage dans une région, pouvoir imaginer l'éducation à l'image et autres choses autour des projections. Bref, qu'en fait l'ensemble des acteurs du court-métrage vont pouvoir rebondir dessus et qu'on crée une sorte de levier qui est la venue d'un membre de l'équipe pour pouvoir œuvrer à cette diffusion. On a dit moins de 45 minutes, donc je pense qu'il va falloir... C'est bon, on avait 5 minutes. Ça va être à Xavier maintenant de démarrer. Avec plaisir. Bienvenue, merci à vous. Passez un bon moment. Enjoy.
Merci. Je pense, j'espère. Bienvenue. Merci beaucoup de votre introduction et merci à tous d'être venus. J'ai la charge très légère et très agréable de modérer le débat, le premier débat de cet après-midi sur le court-métrage Incubateur de talent. Et je suis entouré de gens qui en ont du talent, donc ça c'est extrêmement agréable. Ils vont pallier mon manque en tout cas. Et j'ai immédiatement à côté de moi, on va faire ça d'abord. Mesdames, messieurs, ils s'en foutent complètement. Les garçons, soyez un tout petit peu... Non, pas du tout. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous présenter. Donc, il a l'air au moins un peu attentif au moment où je citerai votre nom. Voilà. Mais je vais commencer par les dames. Donc, ça vous laisse encore 3 minutes pour discuter entre vous. Et j'ai immédiatement à côté de moi Sigrid Bouaziz. Bonjour. Vous êtes comédienne. Empruntez le micro de votre camarade le temps que je dise deux mots de votre parcours, deux mots qui seront évidemment incomplets par rapport à ce que vous avez fait. Pratiquement déjà 10 ans de carrière, énormément de courts-métrages. Votre carrière est ponctuée par à la fois une grande présence dans le court-métrage, mais aussi dans des films que l'on a pu voir. Je les ai comptés avant de venir, j'en ai fait 25, comme ça je me suis dit... Ben, vous êtes d'autant plus légitime ce soir pour répondre au débat. Néanmoins, on vous a vu au cinéma dans Eden de Hansen Love, dans Personal Shopper d'Olivier Assayas, et on peut vous apercevoir également dans La nuit qui a dévoré le monde de Dominique Rocher, qui vient de sortir. Je n'ai pas vu. Que vous n'avez pas vu. Mais vous êtes dedans. Oui. Bon, bah, c'est l'essentiel. Et 3 saisons de The Tunnel, je crois, pour Canal, la série franco-britannique. Entre autres, vous avez même croisé la route récemment de Rebecca Zlotowski pour un court-métrage commandé par une grande marque de vêtements. Voilà, c'est pour dire le pluralisme, l'exhaustivité, l'éclectisme de votre parcours. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là. Et juste à côté de vous, Julie, bonjour. Lucie, que je vais absolument appeler Julie depuis tout à l'heure. Voilà, comme ça, c'est fait. Julie Borletot. Alors, au cinéma, c'est... ça y est, je vais y arriver. Fidelio, le lycée d'Alice, ça je ne me trompe pas. Mais également 3 moyens métrages, une série pour Arte, Cannabis. C'est ça. Voilà. Et 3 moyens métrages, voilà, vous avez réalisé des films qui n'étaient pas si courts que ça, et pas tout à fait assez longs pour être des longs métrages. Ce qui a, voilà, vous avez du coup expérimenté d'autres, j'allais dire, festivals, lieux de distribution, parce que vous sortiez un tout petit peu de ces normes imposées, entre guillemets, par ou la télévision ou certains festivals pour diffuser les courts-métrages. Tout à fait. J'ai jamais été capable de faire un film de moins de 30 minutes. Donc, désolée. Voilà. Alors, Lucie, on va sauter un tout petit peu les garçons. Marine Jouvent, bonjour. Bonjour. Jouven, hein, c'est ça, ouais, c'est ça. D'accord, je vais toutes les faire comme ça. Non, c'est pas grave. Ce sera fait. Et vous êtes alors la dénomination, votre responsabilité au sein d'OCS parle pour moi. Oui, je suis responsable des préachats chez OCS, donc je travaille à la fois sur les courts métrages, sur les séries et sur les longs métrages. C'est ça, c'est ce que voilà. vous me disiez. Donc personne très importante. Très. Ah, faut dire les choses telles qu'elles sont. Arnaud Gourmelin, on va revenir un tout petit peu. Sélectionneur à la fois à la quinzaine, mais moins concernant le court-métrage que le long-métrage, mais surtout à un premier plan, le Festival d'Angers, où là, en revanche, tu vois beaucoup de courts-métrages. Oui, puisqu'on en reçoit à peu près 2000 chaque année, donc j'en vois à peu près ça, enfin un peu moins peut-être, mais énormément chaque année, ouais, beaucoup. Et c'est vrai qu'à la quinzaine, comme tu dis, je participe à la sélection des longs-métrages. Voilà. Et je m'occupe aussi des ateliers d'Angers qui se passent... dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais la parole sera libre, rassurez-vous. Voilà. Et juste à côté de toi, Jean-Christophe Raymond, bonjour, producteur, vous avez le droit à un micro. Bonjour. Voilà, bonjour. Vous travaillez pour Kazakh Productions, c'est ça? Et on vous doit, enfin en tout cas quand on tape votre nom sur le site d'Unifrance, il y a quand même une liste impressionnante de films passionnants, courts et longs. Beaucoup de premiers, beaucoup de choses. Alors on va citer Cogitor, Ni le ciel ni la terre, par exemple, entre autres pour essayer de vous situer. Mais également le prix du succès, le film de Teddy Lucie Modeste, Compte et blessures, qui est un premier film que je trouve absolument formidable. Donc voilà, grande expérience à la fois dans le premier long, mais aussi dans le court-métrage. Et normalement, nous serions à 15h30 rejoints par Thomas Marchand, qui est monteur et qui a également une grande expérience à la fois dans le long et dans le court. La première question, je vais être assez basique, je vais retourner pratiquement l'intitulé de notre table ronde Incubateur de talent et je vais juste rajouter un point d'interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018,
le court-métrage qu'on souhaite effectivement être un lieu d'expérimentation, d'innovation, d'envie peut-être de faire autre chose, en tout cas différemment les choses. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que le court-métrage est encore incubateur du talent? Ou est-ce qu'au contraire, à cause de ces festivals qui formatent, on parlait tout à l'heure du festival de Cannes, la compétition qui exige une durée maximale de 15 minutes, la concurrence, les courts-métrages sont diffusés sur les chaînes, il y a énormément de festivals. Est-ce que c'est très justement incitateur à l'audace, à la diversité, ou au contraire, est-ce que ça a tendance peut-être un peu à formater, j'allais dire, ce qui est le court-métrage, qui serait une bande démo, qui serait une manière de montrer ce qu'on sait faire, ou est-ce qu'au contraire, il y a encore des gens qui pensent le court-métrage comme un objet unique, un objet de finalité absolue, avec une autre forme de récit, et avec l'envie, effectivement, peut-être de faire des choses qu'ils ne feront plus après. Je vais juste passer la parole à Lucie, qui m'a déjà un peu répondu tout à l'heure. Vous me disiez que quand vous faisiez des films court, mais pas encore tout à fait assez long, c'était comme si vous n'en feriez peut-être jamais d'autres, donc il y avait comme ça une espèce de geste absolu, d'envie d'en découdre, d'envie de... si ça n'est que celui-ci, ce sera celui-ci, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'un court, un long, enfin ce qu'on fait, c'est... On devrait toujours le faire comme si c'était la dernière fois, enfin, c'est-à-dire que c'est de toute façon toujours dur de faire un film, c'est pas plus dur, moins dur, je trouve, quand c'est un long cours. Enfin, ça dépend, en fait, de chaque film. Et moi, en tout cas, quand j'ai fait les 3 moyens-métrages, il y en a un qui était complètement autoproduit, d'ailleurs, qui était au départ un truc pour la fac, parce que moi, j'ai pas fait d'école, j'ai fait la Paris 8, que j'ai fait vraiment, j'ai acheté la caméra en travaillant un petit boulot, et puis je suis allée filmer en Russie, le portrait d'une amie, voilà, et le film... alors je vais refaire un petit saut, mais effectivement, je trouve ils ont commencé tout à l'heure une introduction sur la diffusion. Et c'est vrai que pour moi, un film, donc court ou long, mais ô combien court, c'est quand on arrive à le projeter. Et c'est vrai que même si on n'est pas pris dans les festivals, quelque part, dès qu'on se débrouille pour organiser une projection, quelle qu'elle soit, voilà, payante, pas payante, ça devient un film. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment après, quand on se dit les films maintenant ils peuvent exister si on les met sur YouTube, pour moi ça marche pas, enfin c'est autre chose quoi. C'est de la création aussi, mais c'est autre chose. Mais voilà, dans l'idée d'un film, pour moi il y a toujours l'idée de le projeter en salle. Et donc oui, en tout cas, moi j'ai l'impression que quand on est en court-métrage, bon maintenant qu'en plus j'ai un tout petit peu d'expérience d'autres choses, c'est quand même un endroit où on devrait ne pas se sentir pris par la contrainte quoi. C'est-à-dire que voilà, même si on a la chance d'avoir un diffuseur, c'est pas eux qui vont venir vous dire comment écrire le scénario ou je sais pas quoi. C'est vraiment, faut le faire à fond, parce que peut-être qu'en plus après pour un long, ce sera plus dur parce que ça coûte plus cher, parce que il doit y avoir des retombées économiques. Et j'ai l'impression que la richesse du court-métrage en France, où on sait que c'est plus facile d'en faire en fait que quand même à peu près partout dans le monde. Il faut s'en emparer quoi. Il faut pas se dire tiens je vais essayer de faire un truc qui va marcher dans les commissions ou qui va voilà, il faut essayer de faire le truc qu'on veut. Enfin je sais pas hein. Alors justement la même question à Marine et Arnaud qui les voyaient comme ça, soit pour les sélectionner, soit pour éventuellement les acheter. Est-ce que cette idée très pieuse d'incubateur de talent, d'innovation, d'audace, est-ce que vous la voyez dans les faits? Est-ce que c'est la majorité de ce que vous découvrez quand vous recevez des courts-métrages? Heureusement le court-métrage est encore un incubateur de talent, sinon j'arrêterais vraiment de faire ce métier, parce que voir 2000 films par an pour voir que des trucs formatés, j'y arriverais plus. Oui. Il est vrai que... après, il est vrai qu'il y a beaucoup... le formatage était une réalité. Comme tu disais, il y a des films d'école qui sont des cartes de visite pour... on voit très bien, pour essayer les Espagnols, par exemple, typiquement, on sent qu'ils rêvent tous d'Hollywood, de carrière de certains cinéastes qui les ont précédés, comme Amenábar et tout ça. Du coup, ils font vraiment un cinéma très formaté. Mais heureusement, moi, je découvre chaque année des choses totalement hors format, des choses totalement libres. Et je dirais même que je me fais presque davantage plaisir à voir parfois les courts-métrages que les longs-métrages. Parce que dans les premiers longs-métrages, je pense qu'il y a aussi une pression qui est écrasante, je pense, pour les réalisateurs, sachant qu'il n'y en a quand même pas forcément un grand nombre qui font un deuxième. Donc ils ont une énorme pression sur le court-métrage, ils l'ont moins, je pense qu'ils l'ont de plus en plus malheureusement. Mais il y a quand même la place pour trouver des films extrêmement libres. Je sais pas, quand j'ai découvert le film de Karim Moussaoui il y a quelques années, ça, des films hors format, enfin il
il y a des, non, ça existe réellement. Et je trouve, par contre, je suis un petit peu parfois surpris que plus dans les écoles, qu'il n'y ait pas une liberté totale. Justement, je me dis, c'est vraiment le lieu de l'anti-contrainte. On est censé quand même pouvoir faire à peu près ce qu'on veut sans avoir à convaincre des commissions, à convaincre des producteurs. Et je suis parfois un peu surpris de la sagesse, au sens trop sage des films que j'y vois. Et elle correspondrait à quoi, selon toi ou selon vous d'ailleurs? C'est-à-dire justement une pression, une peur de ne pas y arriver si on ne rentre pas déjà dans une certaine forme de moule? Peut-être, je pense que c'est peut-être parfois un peu des schémas de reproduction. C'est peut-être parfois aussi la sélection des étudiants qui est pas forcément que moi il m'arrive de remettre en cause. Je pense à certaines écoles chaque année, je me dis mais ces gens n'ont absolument rien à dire. Qui les choisit? Enfin, ça m'arrive aussi de penser comme ça. Je pense aussi les commissions peuvent aussi. Là, je parle des commissions j'en sais rien, régionales de soutien. Elles peuvent aussi formater parce que peut-être que si le regard parfois qu'on porte, je trouve que j'ai lu moi j'ai lu des projets passionnants, parfois que j'ai trouvé lissés au fur et à mesure des commissions et au fur et à mesure des mois, en les relisant et puis en les voyant. Je trouvais que le côté brut du sujet c'était un peu érodé au fur et à mesure de ces étapes. Marine Jouven, donc pour OCS, vous envoyez beaucoup régulièrement. L'acquisition se fait sur le court-métrage Made in France ou international ou européen? Non, alors nous, on a choisi plutôt de soutenir la création française, à la fois en préachetant des films et en achetant. Donc on préachète une quinzaine de films courts par an et on achète une dizaine de moyens-métrages et environ 80 courts-métrages. Donc, qui ont des cases sur OCS, il y a des... Ouais, alors sur OCS, donc déjà sur les choses qu'on voit, nous, on est quand même un diffuseur. Donc du coup, on est un peu formaté en termes d'image, en termes de durée, en termes de ligne éditoriale aussi. Donc on reçoit pas tout et on a certaines contraintes. Néanmoins, on reçoit beaucoup de choses et on essaye de coller à notre ligne éditoriale qui est plutôt la comédie dramatique et depuis un an le film de genre. Et c'est pour ça que le formatage est une question qui nous intéresse beaucoup sur le financement de ces films-là. J'espère qu'on en reparlera plus tard. Donc on reçoit un certain nombre de choses et on les met à l'antenne dans une émission qui s'appelle Cours Central, qui est diffusée tous les mercredis à 20h sur notre chaîne de cinéma un peu indépendant qui s'appelle OCS City, qui propose vraiment de mettre le court-métrage à l'honneur avec une partie un peu gazette, info, et puis ensuite un réalisateur de court vient présenter son cours à un réalisateur de long. Et donc, suite à la diffusion du cours, il y a une masterclass et un échange entre les deux réalisateurs. Donc, on met vraiment en vitrine les cours qu'on décide d'acheter ou de préacheter pour qu'il y ait un échange qui se passe, pour qu'il y ait une vraie rencontre de cinéma. Et ça, en général, les producteurs et les talents, ils sont assez sensibles parce que voilà, ça prolonge la vie, ça donne de la visibilité aux cours, aux réalisateurs, et c'est plutôt agréable. Après, comme c'est la même équipe qui s'occupe des préachats de cours, de séries et de longs, nous, on est très sensible à cette notion d'incubateur de talent parce que, évidemment, ce qu'on repère en cours, ce qu'on finance ou pas d'ailleurs, on les retrouve, ça nous arrive de les retrouver après sur la série et sur le long métrage. Et de faire après le choix d'aller sur ces longs ou ces séries. Donc on est très très sensible parce qu'on l'applique au quotidien. Et vous qui êtes à la fois sur le préachat, donc une version papier ou une première amorce en tout cas, et puis une version finie, est-ce que vous êtes vraiment le témoin de cette audace, de cette envie de faire un cinéma un peu différent, dans un format qui est unique, qui n'est pas celui du long, qui permet une autre liberté, ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression qu'il y a déjà de temps en temps, si ce n'est une sagesse, parce que le mot est un peu violent, mais une prudence en tout cas, ou l'idée de limiter un tout petit peu son audace pour que le projet soit payant? Alors nous, on est confrontés à un problème un petit peu différent, c'est qu'on a décidé de soutenir plutôt la comédie et le film de genre, et majoritairement la comédie et la comédie dramatique. Et c'est des genres qui sont plus difficiles à financer en cours.
Donc, nous, on a le sentiment qu'il y a une diversité qui est vraiment formidable dans le court-métrage, mais que certains talents ont quand même du mal à s'exprimer et ont du mal à faire financer un certain type de cours. Que ce soit sur certains genres ou certaines durées, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi, nous, un vrai sujet sur lequel on est vigilant, parce qu'on le voit après sur la série. Et encore une fois, je partage aussi le constat sur le fait que le court peut exister en tant que court et n'a pas forcément vocation à être le premier chapitre d'un long. C'est pas le sujet, mais c'est le fait que il faut que tous les talents puissent s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres marchés et certains, en tout cas nous, on a le sentiment que certains talents ont du mal à se retrouver dans le cours et préfèrent du coup choisir, se tourner vers d'autres formes de financement, que ce soit le financement participatif, l'autoproduction. Il se trouve que là, ça fait 2 ans qu'au Festival de l'Alpe d'Huez, qui est un festival de comédie, je trouve que c'est un exemple assez représentatif, la plupart des cours qui a été présentés, il y en a beaucoup qui sont présentés là-bas, étaient autoproduits. Et en fait, je trouve que ça dit aussi beaucoup du financement des comédies en court-métrage. Voilà. J'ai juste posé la question à Sigrid. Vous avez donc participé régulièrement depuis vos 10 ans de carrière à des courts-métrages. Est-ce que on revient toujours au mot pour pouvoir éventuellement passer à un autre chapitre après. Est-ce que cette audace, cette envie sur un format qui est différent, qu'on choisit soi-même, qui est moins formaté que celui de la distribution du long, est-ce que vous avez l'impression que vous, en tant que comédienne, quand vous rencontrez les équipes, quand vous rencontrez les réalisateurs, les auteurs, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a cette audace, ou est-ce qu'au contraire, il y a déjà l'idée d'un plan de carrière, de quelque chose de construit ? Ça dépend, mais justement, je rebondis par rapport à ce que tu disais, mais j'étais à Clermont-Ferrand là pour la première fois pour 2 courts-métrages, un de Aurélia Morali et l'autre de Aurélien Verne-Lermusio, qui a déjà fait beaucoup de courts-métrages très produits. Aurélia aussi très produit. En l'occurrence, là, ces 2-là n'étaient pas produits. C'est-à-dire, ils n'ont pas attendu d'avoir... Autofinancé, donc. Ouais, autofinancé, ou avec un tout petit peu d'argent de la boîte de production d'Aurélien. Et Aurélia, elle l'a vraiment autofinancé. Ils n'ont pas eu envie d'attendre une commission, etc. Puis c'est 2 courts-métrages qui ont eu envie pour le coup, d'être justement audacieux, de tester d'autres choses. C'est-à-dire, eux 2 ont eu envie d'aller vers la comédie, une comédie dramatique, ce qu'ils avaient jamais essayé. Ils avaient vraiment envie de tester quelque chose avec ces 2 courts-métrages. Et finalement, ces 2 courts-métrages qui ont eu beaucoup de succès. Aurélia, c'est son premier court-métrage à Clermont-Ferrand. Aurélien, il avait jamais été à Clermont-Ferrand, si peut-être une fois, mais il a eu le prix de la presse là. Puis en plus, du coup, avec les 2 cours, j'ai eu le prix d'interprétation. Mais voilà. Donc du coup, c'est 2 courts-métrages qui ont vraiment fonctionné et qui sont autoproduits. Et ils se sont donné la liberté de pouvoir faire ce qu'ils voulaient, raconter ce qu'ils voulaient, comment ils le voulaient, en n'attendant pas des réponses de financement, etc. Ils l'ont fait aussi à un moment avant la préparation du long, qui est un premier long, qui prend du temps à être financé. Du coup, avec cette espèce d'impatience de tourner, et très rapidement, fait vraiment avec une espèce de fraîcheur de faire et d'essayer des choses qu'ils n'avaient jamais essayées auparavant. Oui, donc ça répond un peu à notre question. Oui. Même dans un parcours qui s'est installé, qui est reconnu à l'intérieur du court-métrage, il y a de temps en temps des envies, des urgences de sortir un tout petit peu de ces sentiers battus pour réinventer quelque chose, pour aller... Oui. Et là, du coup, c'est très agréable de travailler avec ces réalisateurs-là parce qu'ils ont envie d'essayer quelque chose. Du coup, après en avoir fait beaucoup de courts-métrages, on peut être un peu... Enfin, à mon âge, j'étais un peu lasse. Mais quand on va vraiment faire un objet comme ça avec des réalisateurs avec qui il y a un vrai échange, un vrai partage, on a vraiment l'impression de faire une œuvre unique qui est celle-là et qui vaut pour ce qu'elle est et qui n'a pas besoin d'être autre chose, ni un long, ni une bande-annonce, ni je ne sais quoi, ni... voilà, ce que vous disiez. Jean-Christophe, en tant que producteur, est-ce que déjà tu as cette sensation dans les projets qui t'arrivent d'une audace, d'une envie, de quelque chose d'un peu plus mordant peut-être, d'un peu moins sage? Et comment est-ce qu'on essaye de préserver ça en tant que producteur quand on a décidé effectivement de s'aventurer sur un court-métrage qui n'est peut-être pas formaté ni en genre, ni en durée, ni en format de distribution? Enfin, selon les idées qu'on s'en fait, évidemment, tout ça est très réducteur. Mais comment est-ce qu'on essaye de juguler les exigences du métier pour que les choses puissent exister et en même temps préserver ce qui fait le nerf de la guerre, le cœur palpitant d'un court-métrage, c'est-à-dire la personnalité de son auteur et des gens qui l'accompagnent? Moi je crois, mais c'est à peu près tout ce qu'on dit là, que le court-métrage est encore un seul espace de liberté puisque
il n'a pas d'économie et pas de marché, et que par ailleurs, si un film ne plaît pas, il ne sera pas vu en festival, mais quelque part, ça ne desservira pas son auteur, vu que le film, entre guillemets, n'existera pas. Ce qui n'est pas la même chose qu'un film qui coûte de l'argent. Il y a des gens qui ont mis de l'argent, et donc, si le film fait très peu d'entrées et ne marche pas, le réalisateur fera peut-être plus d'autres films. Or que si le court-métrage, il est complètement raté, c'est pas très grave. Donc, ce qu'il faut faire en court-métrage, c'est absolument prendre des risques. C'est la seule fois où on peut les prendre, puisque justement, le premier long-métrage après, pour des contraintes d'économie, de pression, de partenaires financiers, de plein de choses, de temps de tournage, d'inexpérience, les choses se formatent un peu naturellement. Donc, moi, j'encourage toujours les réalisateurs à dire ratez vos films, quoi. Enfin, allez-y à fond, quoi. Et on a produit plus de 40 courts, et c'est grâce à ça qu'on a encore envie d'en faire. Parce que justement, il faut que la proposition elle soit le plus radicale possible, la plus barrée possible, quelle que soit la typologie de genre du film, et quelle que soit la durée du film. Et après, il y a la contrainte économique de fabrication, mais on adapte aussi si un court-métrage est... s'il y a des choses de durée très longue, à ce moment-là, on travaille avec des petites équipes. Après, on s'adapte, mais je pense que le but est au contraire, que ce soit de se lâcher le plus possible. Et c'est là où on apprend le plus aussi. Alors peut-être avant de passer juste au mode de fabrication et d'économie du court-métrage, est-ce que cette audace, ce côté barré, passe par le genre? Est-ce qu'il y a plus de science-fiction? Est-ce qu'il y a plus de cinéma de genre, films d'horreur? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt on essaye d'aller dans des genres plus généralistes comme la comédie dramatique, parce qu'il y a des issues, parce qu'il y a des plateformes de diffusion, et que du coup on a quand même envie, tout auteur a envie que son film soit vu, même si tu les invites à les rater, mais il y a cette envie-là. Est-ce que formellement il y a des audaces de mise en scène? Est-ce qu'il y a des désirs? Est-ce qu'il y a une intégration des nouveaux médias? Est-ce que c'est du court-métrage classique, ou est-ce qu'au contraire il y a porosité à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du média, dans le monde de la diffusion? Est-ce que vous avez tous et toutes cette impression quand même d'une prise de conscience globale, formelle, esthétique et narrative? Juste pour continuer sur il y a très peu de comédies parce qu'elles ne sont pas financées. Puisqu'il y a 3 financeurs grosso modo essentiels qui sont les chaînes de télévision, les collectivités régionales et le Centre national du cinéma. Et après, il y a des aides, mais il faut qu'il y ait déjà un premier soutien d'un de ces 3-là. Et ils ne vont pas globalement sur... Si, les télés, oui, mais le CNC, assez peu, voire très peu. Moi, j'ai produit Grave, Junior de Julia Ducournau. Et on avait... Créatrice de Grave, voilà. Et on s'était heurté à... Mais après, il y a un dispositif qui s'appelle l'aide au programme, qui est un dispositif où on peut mettre le type de film qu'on veut. On avait produit La Bifle aussi, bref, des choses où voilà, des films différents. Et en fait, que nous avions sélectionné à la semaine de la critique. Exactement. Et donc en fait, tout le monde sait ce qu'est une bifle. Non, au cas où, hein. Je laisserai Jean-Christophe vous expliquer. Mais effectivement, dès que c'est la différence le genre n'est pas du tout accepté dans le court-métrage, très peu. Mais en financement, mais pas du tout dans la fabrication. Il y a plein de gens qui ont envie d'en faire. Mais il y a un déplacement possible de curseur. On peut faire un film de genre, matinée de comédie. Enfin, on n'est pas obligé de... Et bien sûr, mais après, c'est juste la question du financement. C'est-à-dire que pour avoir des financements, c'est beaucoup plus dur à avoir. Mais il y a plein de gens qui ont envie d'en faire. Mais il n'y en a pas plus quand même, parce que j'ai l'impression qu'à Clermont-Ferrand, j'en ai vu quelques-uns. Il y en a plus, et en plus, ils sont plus sélectionnés. C'est surtout ça aussi, c'est qu'avant, ils étaient vraiment pas sélectionnés. Et tant mieux. Ils sont meilleurs, peut-être. Ils sont plus... Enfin, tu vois, je sais pas, c'est assez musclé, peut-être. Je sais pas. Parce que ça reste en même temps, pour avoir fait un tout petit peu de retour dans les comités de sélection, de subvention il y a quelques temps, puis avoir des copains qui le font vachement, c'est vrai qu'au CNC, au court-métrage, alors je sais pas, j'ai l'impression qu'ils continuent à recevoir, et c'était la même chose il y a 15 ans quand je voulais commencer à faire des films, que la moitié des films c'est « je suis à la campagne, j'ai 15 ans, mon père va pas bien, j'ai du mal à communiquer avec ma mère, ça dure 45 minutes, ça va être très beau ». Bon, je sais pas, à un moment donné, dans les scénarios, j'exagère, mais c'est pour le coup, c'est un formatage. Je comprends pas d'où ça vient en fait. Après, je comprends que tout le monde ait envie de peut-être parler de son adolescence ou quoi, mais je peux pas croire que toutes les adolescences ressemblent à ça. C'est pas possible. En tout cas, moi, ça me parle pas du tout. Et effectivement, il y a eu un moment où dans les festivals, on avait l'impression de voir la même chose, et c'était comme si ça faisait un cercle. Mais le fait est que ça a l'air de s'améliorer. Si tu dis à Clermont-Ferrand, là, il y a... Non, voilà, mais quand même, ça perdure et je comprends pas pourquoi en fait.
Parce qu'en même temps, les gens qui lisent dans les comités, ils en ont marre, quoi. C'est-à-dire que c'est une blague, en fait. Et qu'ils disent, moi, voilà, j'ai reçu 23 projets, il n'y a pas de comédie. Et je pense qu'il y a tout le temps aussi un peu un formatage quand même. Enfin, de dire de tout temps. Là, justement, à Clermont-Ferrand, c'était, on parle de la fin du monde. Ouais. Et le sujet de fin du monde. Et un peu genre, on frôle le genre, mais on n'y est pas complètement fin du monde. Ouais. Et ça, il y en avait énormément. Et c'était un peu sordide. Enfin, il y a un peu un truc sinistre. Après, c'est peut-être un truc pour le coup de mode, enfin des effets de mode. Mais enfin, je veux dire, la mode du court-métrage de je suis chez mes parents, là, j'ai 15 ans et je fais de la mobilette, ça fait juste 20 ans, quoi. Enfin, moi, quand j'étais au lycée et qu'on allait au Festival d'Angers, pour le coup, t'étais peut-être pas encore, je sais pas. Non. Dans les années 90, c'était ça les films. Tu vois, et à un moment donné, tu te dis, ok, au CNC, c'est encore ça les films, mais je comprends pas. De toute façon, plus personne fait de la mobilette et ils ont même pas de portable, quoi, dans les scénarios. Enfin, je sais pas, c'est fou, quoi. Et du coup, j'imagine que vous t'en reçois aussi, toi aussi. Enfin, et du coup, je me dis, mais, enfin, pour les jeunes gens, en tout cas, qui débutent, faites donc, essayez juste de faire autre chose, même par principe, n'importe quoi, en fait. Pas de se dire, je vais essayer de faire le truc qui va marcher, mais juste se dire, qu'est-ce que je pourrais bien avoir envie de faire vraiment. En fait, c'est tellement dur de faire un film que vaut mieux se faire chier à faire un truc qu'on a envie de faire vraiment. C'est ça que je me dis. Mais après, probablement qu'il y a des tas de gens qui ont envie de faire un truc à la piscine. Voilà, parce que la piscine, c'est un truc aussi, une constante. Et on voit qu'il se fait battre parce qu'il a des bleus à la piscine. L'enfant, parce qu'il y a les enfants aussi. Mais après, ce que tu dis, c'est vrai, mais il y a eu aussi toute cette espèce de tradition naturaliste française qui a eu une espèce d'influence, énorme influence de Pierre Lakechiche, et du coup, il y a eu une espèce de volonté de reconduction d'un court-métrage où tout le monde a voulu faire ce cinéma-là. Mais je trouve quand même que depuis, dans les 2, 3, 4 ans, ça a changé un peu. Je trouve que le regard qu'on porte, et même toute l'industrie sur le cinéma de genre, grâce notamment à des films comme Junior que tu as produit, ou Grave avec de Ducournau, il y a une réhabilitation du genre. Et je trouve que c'est intéressant, et moi je le vois dans les commissions et dans les premiers films que je vois, beaucoup de premiers films qui s'emparent du cinéma, qui délaissent un peu justement cette tradition, comme tu dis, d'un cinéma qui essaie de retranscrire le réel dans sa quotidienneté, parfois de manière assez épuisante, et qui s'empare du cinéma tout à coup pour l'utiliser de manière magique, filmer du merveilleux. Et en France, comme ça, on trouve des films qui commencent à travailler sur ce mélange des genres, le mélange du cinéma social et du cinéma fantastique. Ça donne des films hybrides, parfois foirés, mais c'est comme disait Jean-Christophe, il faut rater des films pour réussir le prochain aussi. Court-métrage, ça permet d'apprendre des erreurs et de faire un premier long-métrage. Parce qu'un long-métrage, je veux dire, c'est un peu piloter un 747, et si on n'a jamais fait avant un peu de cours de pilotage, ça marche pas très bien, quoi. Donc... Marine et Jean-Christophe, est-ce qu'il vous arrive, quand vous voyez des projets arriver, au niveau du scénario par exemple, de sentir que la réalisatrice ou le réalisateur s'est un peu contenu, s'est un peu maintenu, qu'il y a quelque chose, on pourrait pousser un tout petit peu, on pourrait exagérer les choses, Est-ce que votre rôle, il intervient aussi dans cette manière-là? C'est-à-dire, est-ce que c'est de contrer cette prudence, de contrer cette envie d'être repéré, en devinant peut-être derrière les mots, derrière les intentions, derrière la note d'intention, quelque chose qui pourrait être plus fou, et à vous d'aller fouiller dans cette direction-là, à vous d'aller chercher, à vous de faire émerger justement ce qu'on appelle, ce dont on parle depuis tout à l'heure, ce côté talent à incuber, à développer. Est-ce que ça fait partie aussi de votre travail, l'un comme l'autre? Alors, nous, on reçoit déjà pas du tout les projets au stade où Jean-Christophe les reçoit. Donc, non, mais vous les préachetez. Voilà, nous, on les préachète. C'est un producteur qui nous les envoie. Il a fait travailler son auteur et son réalisateur dans un sens, dans un autre. Donc, le projet arrive chez nous. Il est quand même déjà assez mûr. Et dans notre approche... justement, on a envie de prendre un risque, même si un diffuseur a toujours besoin d'être très rassuré. Nous, on a envie de prendre un risque avec justement la proposition. Et donc, à partir du moment où le projet nous plaît, on fait des retours s'il y a quelque chose qui nous gêne vraiment. Mais sinon, on laisse quand même beaucoup de liberté au producteur. Dans sa relation avec son réalisateur, pour que le film soit le mieux possible, donc le plus barré, le plus drôle, et notamment parce qu'on préachète des comédies, comme c'est très difficile de faire une comédie réussie en moins de 15 minutes, on leur laisse les mains libres, et c'est ce qu'on applique aussi sur les séries de 26 minutes qu'on fait. On se dit qu'il faut laisser une liberté, il faut redonner au producteur son rôle en essayant de
de le laisser dans sa relation avec son équipe, son réalisateur, ses auteurs s'ils sont différents, pour justement prendre le risque, pour que ce soit le plus payant possible, quoi. Jean-Christophe? Moi, je pense que c'est pas du formatage des auteurs, c'est que non, les déformater justement. Oui, voilà, mais c'est le but en tout cas, tout producteur de films d'auteur. Mais je pense même limite de producteur de films commerciaux dans un sens, il y a un peu un auteur derrière, c'est de le pousser à aller le plus loin possible dans ses envies et ses idées. Plus il fera ça, plus les gens reconnaîtront aussi que c'est le film qu'il veut faire, plus lui s'amusera à le faire. Plus il arrivera à le communiquer, meilleur sera le film. J'en sais rien, si je prends l'exemple dans les grosses comédies populaires, si Danny Boone fait 3 millions d'entrées de plus que tout le monde à tous ses films, c'est parce qu'il est en contrôle de ses films, qu'il a confiance en lui et comment il fait des trucs sincères. On n'aime pas, c'est autre chose. Mais voilà, mais c'est pas une adaptation foireuse d'un truc où on colle un casting à un réalisateur et personne s'y retrouve. Voilà, lui au moins il y va et quelque part une échelle complètement différente. Sur d'autres films, c'est ce qu'on demande à tous les réalisateurs qu'on va voir. Donc les auteurs, ils se formatent, c'est qu'ils écrivent des choses et ils ont besoin d'interlocuteurs. Et l'interlocuteur, je pense que son rôle, quand c'est le producteur, c'est de le pousser à dire mais va encore plus loin. Et après, évidemment, il faut aussi simplifier des choses narrativement, voir où est le propos du film. Souvent, il y a 4 films dans le film, puisque c'est des courts-métrages, c'est les débuts de l'écriture. Il y a plein de choses qui ne sont pas abouties, il y a plein de choses à aller chercher, mais il faut chercher une idée et la pousser le plus loin possible. Donc, je pense que le producteur ne cherche pas à formater, mais cherche au contraire, en tout cas, devrait ne pas chercher à formater. Et je ne crois pas trop au formatage du cours. Je crois plutôt à soit des manques d'originalité, soit un manque d'envie, soit difficulté de financement. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de pousser un peu un auteur dans ses retranchements pour justement le faire sortir un peu ou d'une timidité ou d'une inhibition ou d'une prudence, tout ça tout le temps. Tout le temps. Mais tous les réalisateurs, à chaque fois, il n'y a jamais une proposition trop forte. Elle n'est jamais assez forte. Elle est jamais assez forte. Comme on va voir des longs métrages en salle, même de réalisateurs connus, on se dit toujours, même sur des bons, on se dit toujours ah bah tiens, il y a encore des choses. Enfin donc non, on a toujours envie que ça aille plus loin. Après ça ne s'arrête jamais et puis on n'a pas raison, ils n'ont pas raison non plus et voilà. Mais et ce qui est aussi, et c'est exactement ce que disait Lucie, c'est rare de trouver des réalisateurs et c'est normal parce qu'il n'y a pas 10 000 bons réalisateurs, je ne sais même pas s'il y en a 100 en France, ni même 15, ou auteurs. Donc c'est rare de trouver des gens qui ont des envies et des bonnes idées. C'est très rare. Et quand on le voit, quand on le lit, c'est évident tout de suite. Et pour le coup, en ayant été dans des commissions aussi, il y a plein de choses très moyennes, c'est ce dont on parle, mais quand il y a des projets très bien écrits ou avec une proposition très forte, on les aime ou on les aime pas, mais ils sortent du lot. Et il n'y a pas de hasard là-dessus, quoi. On va parler justement comment est-ce qu'on les finance et comment est-ce qu'on les diffuse. Mais cette dernière question, je vais l'adresser aussi à Lucie. Est-ce que dans votre parcours, quand vous faisiez des moyens métrages, puis quand vous avez fait Fidelio, l'Odyssée d'Ali, vous avez eu ce rapport très synergique avec un producteur, c'est-à-dire quelqu'un qui, au terme de conversation, de discussion, a peut-être réussi à faire sortir des choses de vous, en tout cas du scénario. Est-ce que c'est épuisant? Est-ce que c'est indispensable? Alors en fait, moi, c'est un peu spécial parce que les moyens métrages, pour le coup, c'était un peu moi-même qui les produisais, mais de manière un peu pernicieuse, puisque je travaillais dans une très grosse boîte de prod, enfin je veux dire très solide, qui était Why Not, donc qui m'assurait la partie technique de la production. Mais sincèrement, sur les moyens métrages, j'avais pas d'interlocuteur. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai fait donc ce truc autoproduit. Bon, ça, c'est une chose. D'ailleurs, je suis émue parce que, en fait, je me rends compte que j'ai fait une projection ici. Comme j'avais des copains à la Fémis, je m'étais démerdée pour me projeter ici. Voilà, je suis touchée de ce hasard. Et là, ensuite, le deuxième film, je m'étais dit, je veux faire un film avec une équipe, justement, maintenant que j'ai fait un truc tout seul, pour comprendre. Et je veux que ce film, j'avais vu que l'autre, il était refusé quasiment dans tous les festivals, sauf Brive, la première édition. Et je me suis dit, il faut que je sois crédible, quoi. Il faut que j'ai un producteur. Donc j'avais écrit un scénario. J'étais en même temps en train de rentrer en stage chez Why Not. Et j'ai appelé à l'époque une quinzaine de producteurs de courts-métrages qui étaient un peu en vue et tout ça. Tout le monde m'a dit non.
Et parce que c'était justement trop compliqué à produire, parce que c'était un conte médiéval, et que tout le monde me disait, mais pourquoi tu fais ça pour faire un premier film? C'est vraiment très très compliqué. Enfin voilà. Et pourquoi tu fais pas un truc à Paris dans une chambre? Enfin bref. Et du coup, ça existe encore, ce genre de discours? C'était il y a 15 ans. Mais après, je sais pas, j'espère que ça existe. Enfin, j'espère pas, en fait. Après, sûrement, en fait. Mais bon, voilà, j'espère que c'est plus facile maintenant de faire des trucs plus différents, peut-être, parce qu'effectivement, il y a eu un peu d'effervescence sur les 5-10 dernières années. Toujours est-il que ce film, du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis dans une boîte de prod. Donc, je suis allée voir mon patron et je lui ai dit, voilà, si je trouve l'argent, est-ce que tu m'autorises à le faire? Qui m'a dit oui. Du coup, pour ce film, j'ai trouvé de l'argent, pas au CNC, mais avec 2 régions, et je l'ai fait comme ça. C'était un film qui coûtait un peu d'argent, parce que c'était en pellicule, et tout ça, on pouvait vraiment pas le faire à l'arrache. Et ensuite, ce film ayant rapporté un petit peu d'argent, parce qu'on l'a justement vendu à France 2, le film que j'ai fait après, où pour le coup, j'ai vite compris que j'aurais rien comme aide, j'ai utilisé, donc c'est vraiment ces 2 façons de produire très différentes pour les courts-métrages. C'est un où on avait un tout petit peu de confort, et l'autre où vraiment on avait 6 000 €, ce qui est rien pour faire un film de 30 minutes. Enfin, vraiment, on court partout, on court partout, on a la caméra en pleurant, pas cher, au loueur, enfin voilà. Et puis après, on a pu donner un peu de sous aux gens, parce que pareil, on a eu de l'argent après, en le vendant de nouveau à France 2, etc. Et donc, pour Fidelio, pendant ce temps-là, moi, je développais Fidelio. J'ai entendu ce que disait Sigrid tout à l'heure. Je pense que c'est très juste. Le côté, on attend de faire son premier long. Il y a un temps d'écriture qui est très, très long. Et quand j'ai fait le dernier moyen-métrage, La Grève des Ventes, c'est exactement ça. J'étais en train d'écrire ce scénario depuis genre 2 ans et demi, après avoir rêvé au film pendant 5 ans. Enfin, bon. Et du coup, à un moment, s'est posé la question du producteur de Fidelio que je n'avais pas. Et en même temps, les rapports avec Why Not étaient un peu particuliers puisque j'étais leur employée. Et donc, il a fallu que je démissionne parce qu'il fallait que je prenne ce risque. Hein, je pense à un moment donné, c'est pour ça que c'est risqué à un moment de faire des films, donc d'avoir plus de boulot. Pour qu'ils me disent « Ah, mais on peut peut-être un peu t'aider, par exemple en déposant l'avance sur recette. » J'ai dit « Bah oui, d'accord, je veux bien. » Mais en même temps, sans me dire qu'ils voulaient vraiment me produire. Et c'est là qu'effectivement, j'ai trouvé quelqu'un, une productrice qui sort de la Fémis, qui sortait de la Fémis à l'époque, qui s'appelle Marine Arrigui, qui a monté en fait sa boîte pour produire le film à 50%. Donc, elle a été mon interlocutrice quand même de choix sur ce projet, avec double interlocuteur, puisqu'il y avait quand même aussi Pascal Cocheteux, mais qui intervenait vraiment au moment très stratégique, c'est-à-dire en gros écriture, fin de l'écriture et montage. Et sinon, l'interlocutrice, c'est Marine, mais quelque part, elle n'a pas accompagné le projet depuis le début. C'est-à-dire que moi, je crois toujours quand même que le premier producteur, c'est le réalisateur. Je ne veux pas du tout vous... Voilà, mais en fait, je crois quand même, et j'ai l'impression que tous les réalisateurs que j'aime et que je connais, du coup, ils ont un truc comme ça, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un producteur, au contraire, parce que pour moi, un producteur, c'est effectivement quelqu'un qui dit non, qui dit pourquoi, c'est quelqu'un qui fait chier, en fait. C'est pas quelqu'un qui est en train de dire « Vas-y, tu vas y arriver ». Enfin, voilà, qui peut le faire au moment où on est découragé, mais c'est plutôt quelqu'un qui... Voilà, contre qui rebondir. Et en court-métrage, comme en long-métrage, quoi. Voilà. Mais bon, en tout cas, en court-métrage... Je crois que voilà, quelqu'un qui dit j'arrive pas à faire un court-métrage parce que je sais pas quoi, en fait c'est pas vrai un court-métrage. En plus aujourd'hui les moyens on peut les prendre. Enfin je veux dire quelqu'un qui veut vraiment faire un film il le fait quoi. On parlait de ce garçon là Aurélien Père, je sais plus avec qui on parlait de ça. Bon bref, Aurélien, non le garçon qui a un Brive là. Enfin je sais plus avec qui je parlais de ça au déjeuner. Je pense que son premier film il l'a fait quoi. Il allait voir les producteurs après avec les rushs. Pour dire, je ne sais plus comment faire pour finir à des mois. Enfin, j'imagine que ça t'est arrivé aussi de reprendre des films. Et puis voilà. Bon, pardon, j'ai complètement digressé. Je ne sais même plus quelle était la question. Non, mais c'était très bien, justement, parce que ça nous permet de passer maintenant peut-être au sujet de comment est-ce qu'on met en valeur, mais même financièrement, un court-métrage, comment est-ce qu'on accompagne son éclosion, son existence. Alors, on va demander au monsieur qui dit non et qui fait chier en tant que producteur, mais il a l'air un peu plus subtil que ça. Comment est-ce que, justement, on finance un court-métrage et comment, au moment où, justement, on sent une audace, on sent une folie, on sent un truc un peu barré, est-ce qu'on fait comprendre au réalisateur qu'on ne pourra pas aller au bout ou est-ce qu'au contraire, on va tout faire pour que ce soit ça qui soit le plus protéger possible ce côté insolite, ce côté insolent, et on construira éventuellement le plan de financement de diffusion autour de cette envie de mettre en avant l'originalité du projet et de son auteur.
Non, il faut préserver l'originalité à tout prix. De toute façon, c'est le seul moyen d'exister dans des marchés saturés. Que ce soit le marché des films d'auteur, des courts-métrages, il faut être différent. Donc il faut être le plus radical, encore une fois, le plus radical possible dans un genre. Donc, et après, l'économie est un problème secondaire. C'est-à-dire que c'est cool si on a 150 000 euros pour le faire, c'est bien si on a 100 000, c'est pas mal si on a 50, et si on a 20, on reconsidère le film autrement. Mais nous, on a fait 40 cours, on en a fait 10 pour moins de 10 000 euros, on en a fait des très bien financés, des moyens financés, ils existent tous. Après, y en a qui pensaient au début avoir tel moyen qu'ils n'ont pas eu du tout, mais au final, on a fait les films. Et j'aime parfois plus, il y en a des parfois plus réussis à moins de 10 000, enfin, je veux dire, l'un ne veut pas dire l'autre, et ça va dans les deux cas. Comment on fait le financement? Comment est-ce que vous le construisez, vous, par exemple? Il y a 3 guichets de financement essentiels qui apportent le plus de sous, qui sont les chaînes de télévision, le Centre national du CNC, qui est largement ce qui aide le plus, puisqu'ils ont des aides sélectives, donc sur scénario, des aides qui sont aux entreprises de production qui produisent des cours en leur disant si vous avez eu des films sur les 2 dernières années qui ont tourné en festival, on vous redonne des sous pour faire un film, mais vous avez la liberté éditoriale. Donc pour le coup, le CNC soutient des films hors de leur commission liberté éditoriale, donc il laisse une vraie liberté. Et en plus, si le film est préacheté par une chaîne de télé, il peut avoir un soutien du CNC. Donc le CNC... merci le CNC. Et merci les chaînes de télé de soutenir le cours, et merci les régions. Et les régions, il y en a de moins en moins, et ils aident de moins en moins le court-métrage. Donc c'est un des endroits importants de fragilisation du court-métrage. En chaîne de télé, il y a quoi? Il y a France Télé? Il y a France 2, France 3, Arte, OCS, Canal+. Oui. 13e rue, un petit peu. 13e rue, Ciné. En préachat? En achat. Ah oui, en achat. Et après, il y a l'ADAMI qui soutient les comédiens, il y a la ProCirep qui soutient un peu les sociétés de production, il y a la Maison du film court qui a un dispositif d'accompagnement, il y a l'aide à la post-prod Île-de-France, l'aide à la post-prod Cinéma Lucie, 93. vous avez un micro. Pardon. Non, il y a l'aide à la post-production de l'Île-de-France. En fait, ce qui est pas mal, oui, et puis il y a le prix qualité pour le coup, qui est une aide à la fois. Il y a plein de guichets en fait. Il y a plein de guichets, mais c'est des trucs après, ou comme les achats, c'est des trucs après, donc il faut l'avoir fait quand même. Enfin, je veux dire, il faut avoir eu le courage de l'avoir fait, tout ça, et que ce soit bien surtout. Marine, vous êtes au cœur avec OCS, donc, de cette possibilité de financement. Déjà, un peu concrètement, combien est-ce que vous pouvez mettre, vous, dans un film que vous préachetez? Combien est-ce que vous payez? Nous, sur le court-métrage, on est, je pense, la chaîne de télé qui finance le moins bien les cours. C'est honnête de le dire, merci. Non, mais on se dit presque tout aujourd'hui, donc on le dit, mais... Je peux vous demander l'enveloppe? Oui, non, l'enveloppe, non, mais je peux vous dire qu'on on en préachète une quinzaine et on préachète à 500 € la minute. Quand les autres chaînes sont sur des montants qui sont largement supérieurs. Et en plus, on préachète plutôt des comédies, des comédies dramatiques. Donc on est vraiment sur un marché un peu à part dans le cours. Mais néanmoins, vous apportez une caution, vous rassurez. Oui, et surtout notre financement, comme disait Jean-Christophe, notre financement peut... nous, on s'engage sur les films, on peut être le premier partenaire à s'engager, contrairement à d'autres chaînes, justement. Donc ça peut permettre à des projets d'arriver dans d'autres commissions en disant j'ai une chaîne derrière moi et du coup ça peut convaincre parfois d'autres partenaires. Oui, c'est pas rien. Hein. On va parler de la diffusion peut-être avec Arnaud, entre autres, bien évidemment, les festivals. Ensuite, les télévisions, on parlera aussi des audiences. Est-ce que ça marche, hein? Soyons concrets, est-ce que c'est simplement une vitrine? Juste avant, sur l'artistique, ces contingences financières, et j'ai posé la question à Sigrid et à Lucie, quelles conséquences ça peut avoir sur le travail concret, c'est-à-dire sur l'interprétation, sur le temps de préparation, sur le temps d'exécution d'un film? Est-ce que c'est inhibant ou est-ce qu'au contraire c'est une vraie force dont on va se servir pour éventuellement aller plus vite, aller plus simple, aller plus... Comment est-ce qu'on intègre ça dans son travail sur un plateau en tant que comédienne ou en tant que réalisatrice? Comment on intègre quoi? L'économie précaire, la manière dont les... Ah, ouais, bah alors ça vraiment, ça dépend parce que...
Franchement, il y a eu des courts-métrages où vraiment le temps imparti pour le tournage était vraiment trop court et c'était vraiment pas très agréable, etc. Ça s'est arrivé. Et ça, c'est... Parce que quand un film est financé, quand même avec des subventions, mais pas assez non plus, donc en fait, après, il y a une trop grosse équipe pour le court-métrage que c'est. Des fois, franchement, il y a eu des courts-métrages où il y avait des trop grosses équipes de cinéma, comme si c'était pour un long-métrage, où vraiment il y aurait pu avoir un petit peu moins de monde sur le plateau, de techniciens. Et plus de jours de tournage, et à chaque fois je trouve ça payant finalement quand il y a, pour les courts-métrages, hein. Moins de monde, oui. moins de techniciens et plus de temps de tournage, parce que c'est vraiment un exercice où on peut explorer, passer du temps, chercher. Donc si on l'a pas, franchement les moments où on l'a pas eu, je trouvais ça vraiment dommage et un peu ridicule. Enfin, je trouvais ça dommage. Sinon, non, c'est vraiment un exercice passionnant. Ça dépend des réalisateurs avec. Il y a des vraies rencontres, comme voilà. Mais c'est un exercice passionnant. Ça m'a permis de faire des rôles, de passer d'interpréter 25 rôles différents à chaque fois et tous très différents. Là, en plus, j'avais fait peu de comédie, quasiment pas. Là, je viens de tourner encore un court-métrage, d'ailleurs, une comédie qui n'a pas été financée d'ailleurs par le CNC, mais par une chaîne et par une région. Et là, d'ailleurs, les 2 courts-métrages qui ont été à Clermont-Ferrand, donc autofinancés, ont été achetés par des chaînes au final. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de financement du CNC au départ. Mais attends, je disais quoi sur le dernier court-métrage ? Oui, du coup, ça me permet là, j'ai adoré parce que j'ai fait plusieurs comédies et du coup, moi aussi, j'ai pu m'entraîner, explorer qu'est-ce que c'est la comédie avec des jeunes réalisateurs ou des réalisateurs plus confirmés qui ont envie de refaire des courts-métrages. Non, et puis même. Pour moi, finalement, c'est ma plus grande école de cinéma, ça a été les courts-métrages. Parce que 10 ans de carrière, peut-être pas autant, mais à la sortie du conservatoire, j'ai fait quand même principalement du théâtre au conservatoire. Et en fait, très vite, en sortant du conservatoire, on m'a proposé de jouer dans des courts-métrages. Et du coup, je n'ai cessé d'en faire. Et ça a été passionnant parce qu'en fait, c'est vraiment mon école de cinéma. J'ai fait le conservatoire pour le théâtre, mais après, j'ai fait tous les courts-métrages pour m'exercer et apprendre ce que c'est qu'être devant une caméra avec une équipe et jouer différents rôles. Et Lucie, comment est-ce qu'on gère la moi, précarité je pense que c'est super. Ça fait normalement, ça fait de bonnes choses. C'est-à-dire, bon, évidemment, on ne souhaite pas galérer toute notre vie comme des chiens. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, sur la création, moi, je pense que la contrainte, elle est force de création. Par exemple, sur La Grève des Ventes, qui est donc un film vraiment produit avec très très peu d'argent, c'est à cause de ce manque d'argent qui est le dernier moyen-métrage et que j'ai réalisé avant Fidelio, et qui est un film. C'est des femmes qui décident de faire la grève de la maternité. Et donc c'est un film un peu de science-fiction, mais tout à fait réaliste. Et en tout cas, c'est parce qu'on n'avait pas assez de temps de tournage et tout ça. À un moment, on a rajouté en fait plein de trucs tournés avec un téléphone portable, en se disant, ben oui, après tout, on peut mélanger les formats, on s'en fout, et c'est vachement bien, en fait. Et puis, tout le monde fait ça maintenant. Enfin, ça, j'ai vu dans plein de longs aussi, puis ça s'est déjà fait. Hein, c'était pas... Mais je veux dire, c'est parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens qu'on a trouvé, par exemple, cette idée. Et sur la question du temps, moi, je pense qu'effectivement, pour le coup, quand les gens font un court-métrage, ils sont au mieux... Enfin, je veux dire, c'est jamais hyper bien payé, quoi. Donc, tous les techniciens qui sont là et tous les comédiens, ils le font vraiment parce qu'ils ont envie d'être là, a priori. Et du coup, c'est trop bête de pas en profiter pour justement se dire, prenons le temps. Après, voilà, il n'y a jamais assez de temps, de toute façon, voilà, sur tous les films. J'ai l'impression, même les films très très chers, les gens, ils se plaignent des mêmes problèmes, toujours. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est l'occasion de faire les choses différemment aussi. Enfin, vraiment, moi, je pense que c'est plutôt stimulant. Mais après, c'est vrai que c'est là où le producteur, il est fort ou pas. Enfin, c'est-à-dire que justement, s'il a un regard sur la fabrication, quand Jean-Christophe disait, voilà, parfois on pense qu'on va faire le film avec un certain confort, et qu'en fait, on se rend compte que on n'a pas de subvention, mais on va le faire quand même. Ben voilà, il faut que ça devienne non pas des renoncements et de la douleur, mais au contraire qu'on se dise, mais en fait, on a de la chance de le faire comme ça, parce que on va être plus fort. C'est une espèce de truc comme ça. Voilà, sinon, c'est nul. Et effectivement, ça, quand tu dis, il y a une trop grosse équipe et pas assez de jours de tournage, pour moi, c'est un problème de production. C'est-à-dire que le réalisateur, il peut se tromper de ça, parce que ou des fois c'est un premier court-métrage et tout. C'est au producteur d'avoir cette intelligence, je trouve,
Voilà, que tu as certainement. je pense, j'espère. J'imagine, vu ta carrière. Juste avant de céder la parole aux gens qui sont là cet après-midi, un mot sur la diffusion, et je vais me tourner évidemment en premier vers Arnaud, puisque premier plan, Angers. Encore une fois, pour la quinzaine, tu ne t'occupes pas des longs métrages, hein, mais il y en a bien évidemment comme toute sélection canoise. Comment est-ce qu'on... Et peut-être juste un mot après sur les diffusions en chaîne, et est-ce qu'il y a des moyens pour l'instant où le court-métrage pourrait être présent, je ne sais pas, téléphone portable, tablette, il y a bref, enfin il y a quand même pas mal de choses. C'est-à-dire d'autres écrans peut-être aussi pour le court-métrage, de manière à ce que sa diffusion soit optimale. Mais passons par la première, la plus noble, c'est-à-dire grand écran, premier plan Angers. Comment est-ce que on valorise? C'est-à-dire, évidemment, il y a, pour l'avoir fait la semaine, je sais qu'on a 30 coups de cœur pour cette place. Donc, il y a un moment, il faut un peu équilibrer. Il faut que les films aussi aient une harmonisation artificielle, mais qu'ils ne se fassent pas d'ombre. Comment est-ce qu'on réfléchit justement à la valorisation, à la mise en avant des courts-métrages et à justement peut-être... Oui, l'invitation à la découverte, insister sur leur originalité, sur la promesse d'un cinéaste en devenir, même si malheureusement toutes les promesses ne seront pas tenues. Comment est-ce que tu réfléchis à ça, vous, parce que j'imagine qu'il y a une équipe avec toi? Oui. Alors je vais te poser beaucoup de questions en une, mais c'est vrai. Toujours. Ouais. Toujours, moi, il y a un côté comme ça, offre très généreuse, voilà. Mais je me suis souvent confronté à cette question parce que déjà, je me suis rendu compte que pour pas mal de gens, quand je parle des fois d'Angers, on me parle des longs métrages, moi j'ai vraiment le sentiment de faire un festival et de programmer un festival qui est un festival beaucoup de courts métrages et essentiellement de films d'école. Et chaque fois, je me dis, mais attendez, on n'est pas du tout. Oui, on a des longs métrages, c'est important, c'est des premiers films, et ils prennent un peu la lumière. Mais je leur dis souvent, si attendez, Miguel Gomez, Joachim Trier, Joachim Lafosse, tous ces gens-là, ils sont venus avec un... Oui, vous êtes très fidèles régulièrement. Les gens qui viennent avec le long, on les a découverts avant avec les courts. Oui, ça nous a pas forcément, mais c'est vrai ça nous est arrivé régulièrement. Même des films aussi produits par Jean-Christophe et Amaury, comme Teddy Lucie par exemple. On y tient un petit peu. Après, ça marche pas tout le temps. On se force pas à prendre un premier film de quelqu'un dont faut quand même être à 100%, faut quand même les assumer, les films. Et moi, j'ai tendance, en plus, je suis plutôt quelqu'un qui essaie de resserrer la sélection et qui cherche pas forcément à surprogrammer. Tout le monde le sait, parce que on prend qu'une dizaine de courts-métrages français chaque année, une dizaine d'européens, une trentaine de films d'école maximum. C'est une sélection assez restreinte. Mais parce que c'est une volonté aussi moi j'ai besoin d'assumer, d'être à 100% avec tous les films. Ensuite, la question de les programmer, c'est marrant, on m'a posé la question encore il y a pas longtemps, on m'a dit mais pourquoi est-ce que tu mets pas les films d'école dans une autre salle, une salle plus petite de 500 places plutôt, parce qu'on a une énorme salle, je sais pas si vous êtes déjà venus, mais qui fait 1200 places. Et qui raccueille chaque jour à peu près 700-800 personnes pour les films d'école, donc c'est pas plein. On me disait, tu vois, c'est pas plein. Je leur disais, non, mais il est hors de question. Moi, je veux que les films d'école aient la même exposition que les courts-métrages, que les longs-métrages. C'est vraiment on invite tous les réalisateurs. Il n'y a pas on les invite le même temps. On les invite. Et je pense que c'est vraiment important qu'ils ressentent aussi, d'être accueillis et d'être exposés de cette manière. Et c'est aussi en ça que on a un côté un peu, c'est peut-être une vision un petit peu, très peut-être parfois trop noble qu'on nous reproche aussi côté. Mais moi j'y tiens beaucoup à cette mise en valeur. Et je pense que ça participe aussi de cette fidélisation qu'on a avec les cinéastes, avec les auteurs qu'on accompagne ensuite, avec les ateliers, voilà. Il faut quand même dire que ce sont des salles, des séances pleines à craquer. À Angers, vous refusez du monde. Sur du court-métrage, sur ce genre que l'on prétend parfois n'intéresser personne. Oui, c'est vrai que sur le papier, c'est étonnant parce que, comme on dit, même les salles qui programment du court-métrage dans l'année, ça marche pas. Et pourquoi, tout à coup, on arrive à fédérer ça? C'est quelque chose que... Moi-même, parfois, je me l'explique pas. C'est un festival, le premier film. Donc, le premier film, c'est difficilement vendable. Quand on fait la conférence de presse, j'évite de dénoncer la liste parce que c'est que des noms d'inconnus. Donc, je leur dis, on en parle après, parce que sinon ça va être un petit peu fastidieux. Aujourd'hui, les noms qui sont passés à Angers, il y en a beaucoup qu'on reconnaît, mais et comment ça marche? Je sais pas. C'est un public formidable, extrêmement jeune aussi. C'est un travail à l'année, donc c'est. Et puis après par la question sur programmer le court métrage, c'est vrai que tu disais comment est-ce qu'on choisit. Je vais être honnête, sur les 60 films, j'ai pas 60 coups de... tous les films, je les soutiens, je les défends. Chaque année, il y a peut-être une quinzaine de noms auxquels je crois vraiment, en me disant, tiens, ça c'est vraiment quelqu'un à suivre pour demain.
mais mais on peut pas non plus programmer que des films tous que radicaux, que des propositions. Il faut aussi savoir un peu ménager, savoir un peu varier les genres, savoir mettre les films, les assembler ensemble de manière à ce que le public aussi fasse confiance, parce que quand tu as 1000 personnes dans la salle, il faut aussi, une manière un peu de le ménager, de savoir le surprendre, de lui montrer des choses que moi j'ai envie de défendre comme des choses radicales. Et tout en parfois, je sais aussi qu'il y aura besoin de films plus fictionnels, peut-être plus un peu plus formatés, plus narratifs, qui permettront un peu parce que on va programmer 4 films expérimentaux à la suite, on peut, mais je pense que c'est plus fort si d'en défendre 2 et de les mélanger, de les exposer autour de programmes conçus, comme ça. Sur l'idée de la curiosité du public, et je vous laisse la parole juste après, Marine, l'émission, elle marche bien, elle marche avec un public fidèle, elle est en replay. Alors l'émission, elle marche bien, on communique pas sur nos audiences, sur n'importe quelle audience, mais on laisserait pas une émission à 20h en semaine, un mercredi. C'est comme à toutes les chaînes. Voilà. Si elle marchait pas, elle est suivie parce que elle est aussi en clair. Quand on peut la mettre en clair, c'est-à-dire que pour les cours préachetés qui sont éligibles à une carrière en festival, on veut surtout pas abîmer leur carrière en festival, donc on met pas l'émission. Quand je dis en clair, c'est sur Internet. Et sinon, ou dans notre univers à la demande. Et pour les cours qu'on achète, on permet effectivement à l'émission et aux cours d'être visionnés par des gens qui ne sont pas abonnés à OCS. Donc ça, c'est important. Donc elle existe quasiment depuis le début d'OCS. OCS va avoir 10 ans là, en novembre. Elle continue, elle marche bien, elle commence à être vraiment identifiée. Et donc non, c'est plutôt un succès. Et dernière question commune à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a des supports qui, à votre sens, ne sont pas encore suffisamment investis par le court-métrage et qui pourraient être vraiment des lieux de diffusion intéressantes, mobiles, nomades? Est-ce qu'il y a encore des choses à inventer? Parce qu'il y a la noblesse de la salle, et je crois qu'on l'aime tous tout autant, mais il y a envie que les films soient vus, il y a la télévision, il y a le replay, il y a le clair. Est-ce que les tablettes, est-ce que les sites internet, bref, est-ce que tout ça est encore un chantier achevé ou au contraire en pleine mutation? Ah pardon. Je ne sais pas du tout s'il y a beaucoup de cours sur les trucs vidéo à la demande, par exemple. Parce que je me rends compte que plein de gens voient les films comme ça. Enfin, voilà. Mubi, il y a pas mal de trucs, de courts-métrages. Moi, je suis complètement aux fraises de ces trucs-là, donc je ne me rends pas compte. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à chaque fois moi, que j'ai accompagné n'importe lequel de mes moyens-métrages quelque part, dans une vraie salle de cinéma ou dans une salle des fêtes parce qu'ils font un truc, je sais pas quoi, les gens sont toujours hyper contents de voir des courts-métrages. Mais c'est ce que je veux dire, j'ai halluciné sur Clermont-Ferrand, le public, et j'ai parlé avec plein de gens dans la queue tout le temps. J'ai même croisé ma voisine de palier qui est une institutrice à la retraite avec qui j'avais parlé, elle était à Clermont-Ferrand. Et le nombre de gens qui vont à Clermont-Ferrand, il y avait des gens, ils avaient posé leurs vacances, leurs congés pour aller à Clermont-Ferrand. Donc je me dis, je ne sais pas ce qu'il faudrait inventer à Paris ou ailleurs en province pour faire, parce que j'ai l'impression que les gens aiment ça en fait. Les gens adorent de ça. Et vraiment, j'étais très très impressionnée par le public qu'il y avait à Clermont-Ferrand. Les salles pleines, 1400 places. Et pour le coup, c'est un vrai moyen de dialoguer avec le public sur des formes différentes. Parce que je sais pas, après voilà, pareil sur les modes de diffusion et tout ça, mais les gens, s'ils se disent, il y a 3 courts-métrages, ils sont peut-être très différents, c'est pas pareil que de payer sa place pour un film. Si on paye pour un truc de découverte, ils sont dans un autre mode que s'ils vont voir un film et qu'ils disent, j'irai plus jamais voir un film français parce que c'est trop chiant. Je sais pas, des trucs de clichés. Là, ils sont toujours très ouverts, en fait. Oui, il y avait vraiment, j'ai l'impression, une vraie jouissance du public. J'ai trouvé que le public très jouissif, qui profitait vraiment de cette expérience d'aller voir 5 cours à la suite. Vraiment, il y avait... Voilà. Christophe, Marine. Je crois qu'effectivement, il y a un vrai goût pour les cours du public. Et puis, le cours, contrairement au long... déjà, justement, parce qu'il ne souffre pas du même problème de visibilité. Comme disait Jean-Christophe, un cours, il faut qu'il soit vu. Donc, s'il doit être regardé sur une chaîne, aujourd'hui, les chaînes de télévision... C'est pas comme il y a 15 ans. Aujourd'hui, une chaîne, elle est disponible sur des supports très différents. Donc, une famille regarde pas du tout la télévision de la même façon. On peut être
fan de Pierre Salvadori, regarder ses cours, enfin voilà, les chaînes ont des façons de programmer aussi un peu plus innovantes sur des supports différents. Donc, et tout ça participe à la visibilité des programmes et des cours, qui du coup doit être, voilà, ça doit être mis en avant. Ça souffre d'un manque de visibilité, et les chaînes peuvent aider cette notoriété-là justement, sans rentrer en concurrence avec, pour moi, les festivals, puisque c'est des usages qui sont différents et voilà, et complémentaires, quoi, qui se cannibalisent pas du tout. La question, c'est surtout de pouvoir identifier, en fait, c'est pour ça, un festival, on a un rapport de confiance entre un public et on va dire et la salle. Là, avec une chaîne comme OCS, c'est la manière de faire d'identifier les films à travers on va dire un choix éditorial de films de genre, comme tu disais. Après, sinon, il faut, enfin, en tout cas, dans n'importe quel support, il faut le public puisse identifier un peu où il va, parce que c'est tellement pléthorique la production de courts-métrages que ça peut être décourageant aussi. Donc, quel que soit le support, il faut arriver à soit des prescripteurs, soit des. Ouais, il faut que ce soit très une ligne claire. C'est marrant, comme dans la tête des gens, quand même. Dans la tête des gens, il y a un capital sympathie pour le court-métrage. Toujours. Enfin, je sais pas, de curiosité et tout ça. Et en tout cas, quand on l'accompagne, je pense qu'aussi, pour avoir du coup vécu l'expérience de la sortie du premier long, que j'ai vraiment beaucoup accompagné, même en premier long, les gens sont quand même plus à distance avec le film, ou plus, soit parce que, bon, moi, pas par moi, mais je veux dire, quand j'étais assistante et qu'on suit, parfois on accompagne des réalisateurs ou des gens connus, il y a toujours un truc un peu comme ça, soit de les agresser parce qu'ils aiment pas le film, soit de dire ah c'est une actrice connue, on lui parle pas vraiment, on lui pose pas vraiment les questions, alors que quand c'est des courts-métrages, que ce soit fait par des jeunes gens ou pas, tout d'un coup il y a quelque chose qui est plus immédiat, parce qu'aussi c'est un objet qui est plus facile à saisir, je trouve, et par le biais critique, puisque les spectateurs sont tous des critiques potentiels. Il y a moins d'autorité, il y a de la curiosité sur la fabrication, et qui est à bon escient, parce que souvent, il y a des histoires de fabrication bien plus folles que dans l'industrie. Et du coup, moi, j'ai l'impression que ce que vous disiez au début sur la diffusion de courts-métrages et l'accompagnement, c'est un truc qu'il faut effectivement pas perdre. Voilà. Pardon. Non, mais c'est l'éditorialisation, c'est-à-dire que les gens font confiance au festival. En France, on a, je crois, 300 ou 400 festivals de court-métrage, c'est incroyable. Il y a toujours du monde, c'est vraiment dingue, quels que soient les festivals, et c'est flagrant à Clermont ou à Angers, où des gens font là que 3 quarts d'heure pour voir des cours. C'est génial, c'est vraiment génial. Et après, que ce soit sur les chaînes, c'est éditorialisé aussi. Et après, ce qui manque, mais je crois que ça essaie de se faire un peu, il y a le Cinéma Club qui fait ça, c'est un endroit où ils ont un cours par semaine, ou une sélection de 10 cours qui tourneraient toutes les semaines, mais après, il faut que ce soit gratuit aussi. Parce que le principe, le Cinéma Club, ils envoient un lien toutes les semaines et c'est gratuit, ils changent toutes les semaines de cours. Et après, c'est juste, voilà, si les gens veulent les voir sur Internet, c'est des offres de ce type-là qu'il faut trouver. Mais c'est l'éditorialisation toujours, quoi, parce que sinon il y en a des centaines et des centaines, et comme c'est inconnu, on ne sait pas. Voilà, ça fait une petite heure que nous discutons tous. Maintenant, je vous laisse le soin de poser les questions, de demander les éclairages, les précisions peut-être. Il y a déjà une main qui se lève, alors je vais donner juste la parole au monsieur qui a une casquette d'abord, et puis juste à vous après. Qu'est-ce que je fais? Je vous apporte le micro, ça va être peut-être aussi simple. Merci. Merci. J'ai une question qui s'adresse à plusieurs d'entre vous. J'aimerais bien, je suis curieux de savoir si vous pouvez préciser un peu ce que vous entendez par radical. Le sujet est très intéressant. Je ne vous demande pas forcément une définition, juste un ou deux éclairages complémentaires. Et en l'occurrence, est-ce que pour vous, quand vous voyez quelque chose qui arrive et vous dites ça, c'est radical, ça vous donne cette sensation-là? Est-ce que par exemple c'est lié à l'impression je ne l'ai jamais vu, c'est très original? Ou peut-être, alors ce qui serait assez différent comme définition du mot, c'est, comme vous le disiez, sous-entendiez, une forme qui est poussée dans ses retranchements, ou un sujet qui est poussé, ou un mode de jeu, je ne sais pas. Ça peut donner... c'est pas les mêmes perspectives de radicalisme. Non,
Je vous réponds par votre deuxième proposition. Enfin, déjà, si je voyais ou si on voyait des choses qu'on n'a jamais vues, ça serait cool. Je sais pas si c'est possible, mais non, mais c'est pousser le plus loin possible la proposition qu'on a ou qu'on décèle dedans. Mais je pense que c'est ce qu'on voit. J'en sais rien, si on prend des grands réalisateurs vivants, quels que soient les pays, ils ont des propositions fortes et originales. J'en sais rien sur la forme de l'eau, enfin j'en sais rien, mais là tous les films qu'il y a là, ou Paul Thomas Anderson ou machin, tous les films d'auteur qu'il y a là en ce moment, ou je sais pas, Jusqu'à la garde, premier film français, c'est des propositions fortes, tenues, poussées, et Jusqu'à la garde aurait pu être un téléfilm chiant à mourir, voilà, et en fait c'est un film dément. Mais c'est un film dément, je dis pas que... Mais c'est une proposition qui a été typiquement poussée jusqu'au bout, hyper travaillée au niveau du scénario, l'écriture, les dialogues, les personnages, le casting aussi est super, on n'a pas cherché à mettre tel et tel. Enfin, je veux dire, le film est très abouti à plein d'endroits. C'est ça que je veux dire, c'est une proposition qui est... en tout cas, c'est ce qu'on cherche. Et après, c'est notre travail de producteur, je crois, d'essayer de pousser le film, quel que soit son genre, encore une fois, dans ses retranchements. Après, les goûts sont subjectifs. C'est ma radicalité à moi, ne sera pas la vôtre, ne sera pas celle de Lucie et celle d'Arnaud. Mais... Il y a un truc objectif. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, on peut dire, voilà, moi, Jusqu'à la garde, ça ne veut pas dire je l'aime, le film. Mais en fait, je vois pourquoi c'est réussi. C'est-à-dire parce qu'effectivement, c'est tenu. Le mec, il y va à fond, et en plus, c'est sûr qu'il est obsessionnel et du sujet, et la forme, en plus, elle est tenue. Donc après, moi, que je l'aime ou pas, ça me fait réfléchir au cinéma que j'ai envie de faire, ça me donne envie de... Voilà, ça me réveille, en fait. Et ça veut pas dire l'aimer. C'est-à-dire que la radicalité, c'est pas... Et ça veut pas non plus... s'infliger que des films qu'on déteste. C'est pas ça. Mais il y a juste des films où, au bout d'un moment, ça produit plus rien, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ça, en fait, la tristesse des films qu'on trouve, je sais pas, trop mous ou trop, je sais pas. Voilà. Mais c'est aussi subjectif, évidemment. Et puis on a aussi envie de voir des films qui inventent aussi un nouveau langage. C'est toujours, je pense à un film qu'on avait pris il y a quelques années qui s'appelle Rita, des garçons, Grace Adonia et Antonio Piazza, qui ont fait Salvo. Ils avaient fait un film comme ça sur une jeune aveugle, et ils se sont posé la question comment filmer la cécité. C'était un court-métrage entièrement, finalement, qui filmait le portrait de cette fille de très près, et tellement près qu'en fait qu'on ne voyait quasiment que son visage. Et ensuite tout le film était un film sonore. Et en fait, du coup, la perception, ils se sont dit comment épouser la perception de cette fille. C'est pas en filmant un écran noir, c'est en filmant son visage et cette espèce de comme ça. Et je me souviens de ça où tout à coup j'écoutais le film et j'avais cette perception. Je me disais mais en fait qu'est-ce qui se passe? J'entendais un éclat, on sentait qu'il y avait une effraction dans la maison. C'était très angoissant et je me disais tiens voilà un film qui invente quelque chose. Alors c'était très jusqu'au boutiste, mais c'était très impressionnant. Et on est ravis nous de chaque fois de trouver des gens qui inventent une manière de raconter une histoire avec les outils du cinéma, quoi. Que ce soit visuel ou du récit aussi. Ouais. Non, mais que ce soit visuel comme cet exemple-là, mais c'est aussi inventer un récit qui est inédit et propre à l'auteur. Enfin, c'est une langue, c'est des dialogues, c'est une histoire. Je sais pas, il y a aussi certains auteurs qui ont une vraie singularité dans la façon dont ils racontent des histoires, et le récit est aussi extrêmement important pour... Voilà, pas faire juste le court-métrage coup de poing avec un espèce de sujet. Enfin, il faut aussi je trouve que le récit est important. Bonjour, j'ai une question plus finalement technique en termes de durée, parce qu'on parle du court-métrage, mais il y a autant de durée de court-métrage qu'il y a de court-métrage, parce que le court-métrage commence à 1 minute et termine à 59. Or, quand on produit un court-métrage de plus de 30 minutes, ça commence à devenir compliqué de le diffuser. Moi j'ai fait un court-métrage et là on m'a demandé de le réduire à 30 minutes, donc il va faire 29 minutes et 59 secondes pour essayer d'avoir des chances d'avoir une diffusion, ce qui est une frustration en fait, puisque j'ai coupé 2 scènes du film complètes, mais c'est pas grave, si c'est ce prix-là à payer pour que le film soit vu, très bien, je suis prêt à le payer. Mais j'ai beaucoup aimé votre discours, Lucie, comme vous disiez qu'il fallait ne pas se mettre de contraintes et faire le film qu'on avait envie de faire. J'ai fait le film que j'avais envie de faire, mais je pourrais pas le diffuser s'il fait moins de 30 minutes. Quelles sont les perspectives pour les courts-métrages de plus de 30 minutes? Mais il y a aussi des courts-métrages, moyens-métrages qui sortent en salle. C'est rare, mais ça arrive. Je pense notamment à Karim Moussaoui, je pense à Emmanuel Mar, là, qui est sorti cette année.
Ensuite, il y a mais la possibilité aussi, je connais des gens qui ont fait, ça existe, de faire 2 formats de votre propre film. Il y a comme ça, j'ai vu ça, des doubles titres avec des films qui passaient à la télévision en format 30 minutes et en festival en format, je sais pas combien de temps faisait votre film avec les 2 scènes en plus, mais c'est comme faut faire Apocalypse Now Redux avec votre film. Après, en fait, le truc c'est que moi, je sais pas, par exemple, j'en ai coupé des scènes à tous mes films, j'ai coupé des scènes. De fait, ça m'arrive toujours. Et en fait, si on les coupe et qu'après on est heureux de les avoir coupés, c'est bien. Mais sinon, c'est triste, faut les remettre. Il faut faire effectivement 2 versions. Et moi, pour le coup, tous mes films font plus de 30 minutes. Effectivement, du coup, c'est vrai que j'ai une histoire d'amour passionnel avec le Festival de Brive qui a pris tous mes films, parce que c'était le premier festival de moyen-métrage. Mais même si c'est pas... Moi, j'ai fait des films qui n'ont pas fait des grandes carrières et tout ça, mais en fait, quand même, ils ont au moins fait chacun une petite dizaine de festivals. C'est pas vrai, en fait, qu'il n'y a pas de diffusion. Sans compter les projections qu'on fait soi-même. C'est-à-dire que... entre celles pour l'équipe qu'on fait à Paris, et puis après de chercher... Moi, je me souviens que quand j'ai quitté mon travail, justement, en me disant, voilà, maintenant, je veux faire réalisatrice, c'est tout, je vais faire Fidelio, je vais y arriver. Le premier truc que j'ai fait, c'est de me glisser dans un cinéma indépendant qui est dans ma ville d'origine, à Nantes, pour montrer, justement, les moyens-métrages, parce que je me disais, ils n'avaient jamais été montrés à Nantes. J'ai trouvé une combine, parce qu'ils faisaient une espèce de week-end sur le cinéma différent, ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est hyper important faut prendre, en fait, les choses. Faut pas attendre qu'on vous les donne, parce que sinon... il va rien se passer. Mais je pense que voilà, ça vaut le coup de... Non, c'était pas une question d'attente, c'était une question de constat en fait. On dit qu'il y a plus de 400 festivals en France, que les chaînes achètent effectivement du court-métrage, mais dès que c'est 15-20 minutes ou plus, ça devient de plus en plus compliqué, et qu'une narration peut quelquefois nécessite plus de 30 minutes, et que si on est sur du court-métrage, alors on inclut tous les courts-métrages dès lors qu'ils font moins d'1 heure, et que c'est pas le cas. Mais c'est juste, c'est un constat plus que je vais pas attendre. En plus, j'ai un diffuseur. Constat, mais en même temps, il y a plus de films qui vont faire moins de 30 minutes, donc il y aura moins de chances qu'ils soient tous achetés. Enfin, vous voyez, c'est un truc de, c'est un risque à courir, en fait, je crois. Moi, je voulais juste préciser. Donc, nous, j'ai parlé de l'émission Cours Centrale. Nous, c'est indispensable que les films qu'on préachète soient diffusés dans cette émission. Donc, pour qu'il y ait cet échange autour du cours, on a cette contrainte de 15-17 minutes. Donc on est obsédé par les films qui font 17 minutes. Néanmoins, pour sortir de cette obsession, d'abord, on laisse la possibilité aux producteurs de faire voyager une autre version en festival. Et donc très souvent, on se retrouve avec une version OCS très 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 resserrée. Et puis une autre version pour les festivals. Et puis on achète des moyens-métrages aussi, moins, mais on en achète quand même, aussi pour se laisser cette liberté de voir un peu d'autres choses, d'autres histoires sur nos chaînes. Mais on accepte aussi les versions. Après, on a des contraintes de diffusion, de visibilité, et donc on est aussi un peu contraint à ce niveau-là. Alors, moi, j'avais une question, surtout à Jean-Christophe et Lucie. Vous avez parlé de production, notamment à quel stade vous prenez en général vos projets dans votre production. Et Lucie, vous avez parlé de producteur, que le réalisateur était le premier producteur du film, puisque c'est lui le porteur de projet en général. Et qu'est-ce que ça implique pour vous d'être le premier producteur? Voilà, ça reste surtout à vous, mais les autres peuvent répondre aussi. Merci. En fait, c'est l'idée qu'on est moteur, je crois. Enfin, je sais pas, on n'attend pas. Enfin, vraiment, on est moteur du film. Et c'est-à-dire qu'avec l'idée qu'effectivement, donc, ce qui était le cas pour mon tout premier court-métrage, par la force des choses, où pour le coup, j'avais vraiment pas du tout de producteur ni de structure pour m'aider, et où, en fait, on découvre comment on fait exister le film. C'est même avec un tout petit film, on trouve une caméra, on trouve quelqu'un qui veut bien vous aider pour... Ou on fait le montage soi-même, d'ailleurs, si on est fort, mais moi, je ne sais pas faire le montage moi-même, donc je trouve quelqu'un pour m'aider à faire le montage, qui, à l'époque, travaillait dans une énorme boîte de post-prod. Elle a la nuit, elle a un bon pote qui nous fait l'étalonnage, on vient mixer à la Fémis, enfin, je veux dire, on se débrouille, quoi. Et ça, c'est sur le cas 0, où on n'a vraiment pas de structure, mais même quand on a un producteur, en fait, on est quand même le moteur. Après, pour avoir vécu, du coup, un pur truc de commande avec la série... justement, c'était intéressant parce que c'était très différent, et en même temps, quand même,
j'ai l'impression qu'on reste moteur. À un moment, on s'empare quand même du truc, quoi. Mais c'est très théorique parce que ça n'a aucun intérêt. Non, voilà, je te laisse répondre sur à quel stade tu reçois les projets. Mais je pense que le réalisateur n'est pas le producteur du film, n'est pas le premier producteur du film, mais par contre, qui doit être absolument moteur de son film. Là, oui, c'est voilà, mais sur cette formulation, oui. Mais et après, la plupart des projets au scénario, quand on parle de court métrage, pas d'un synopsis ou d'un voilà. Après ou d'une idée, parce que sur un court métrage, puis c'est toujours beaucoup plus, ça se lit beaucoup mieux, c'est beaucoup plus valorisant, et pour l'auteur et pour nous de lire ça sur un synopsis ou un traitement, c'est des documents ingrats à lire ou qui laissent trop de marge de manœuvre, donc c'est mieux de lire. Après, ça veut pas dire que la version est aboutie, ça veut dire qu'on voit bien quand même la proposition qui est faite. Et rarement, mais ça nous est arrivé, enfin quand même 4-5 fois, mais en post-production, c'est-à-dire que sur des films tournés. Qu'on récupère pour différentes raisons. Il y a des réalisateurs qui ont tourné, ils nous ont appelé une semaine avant, ils tournaient et on a récupéré le film. Enfin, on n'avait pas vu les rushs, donc on a pris le film en cours de tournage, mais ils ont tourné pour 3 000 € et on a post-produit le film et on a fait le travail avec eux et ça m'arrive avec d'autres personnes aussi. Donc, mais ça, c'est plus rare. Bonjour. Je suis là. J'ai une question qui s'adresse à Jean-Christophe Raymond. Je voulais savoir quelle était votre position par rapport au festival. C'est-à-dire, en tant que producteur, quelle est votre attitude quand un film que vous avez produit se fait refuser ? Est-ce que vous allez au charbon ? Est-ce que vous continuez ? Voilà, parce que je vous fais une petite... alors, je vais parler que en mon nom. Moi, j'ai aucun... je suis totalement l'avis, c'est pas parce qu'Arnaud est là, hein, mais je suis totalement l'avis des festivals. Je ne connais pas la plupart des sélectionneurs, je ne leur parle pas, ils ne me parlent pas, et c'est très bien comme ça. Chacun son boulot. Et je crois que c'est le film qui doit se défendre. À un moment, s'ils décident qu'ils prennent pas le film, ils prennent pas le film. Et un sélectionneur qui prend un film pour des mauvaises raisons, moi, j'espère qu'il se fera virer, qu'il sera plus là, quoi. Voilà. Je rebondis juste sur les festivals pour ne pas dire le festival. On peut le dire, hein, la compétition à Cannes exclut les films de plus de 15 minutes. Ce qui semble l'aberration absolue quand on s'autopromeut le plus grand festival du cinéma d'auteur du monde, hein, et qu'on sélectionne une compétition quand même, avec une palme d'or, avec des gens dont on espère voir le travail plus tard, sur une durée. C'est quoi cette aberration ? C'est la palme d'or du court-métrage des moins de 15 minutes. C'est pas tellement autre chose, c'est vraiment... Mais moi, je comprends pas très bien, et c'est vrai que je prête pas beaucoup d'attention même à ce qu'ils sélectionnent, à vrai dire, même s'il y a parfois des bons films, hein, ça arrive. Mais c'est pas une... de toute façon, Cannes n'est pas un très bon endroit pour le court-métrage, je veux dire, faut quand même... ça passe après tout le reste. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs comment les courts-métrages à Cannes sont programmés. C'est programmé le dernier jour, le matin. Les gens sont rincés de 10 jours de festival, ils sont épuisés, la salle est vide. Si, il y a les équipes de films qui sont venues en nombre, donc ça remplit la salle. Mais sincèrement, moi je trouve... On en discutait à midi, il y a 1001 solutions faisables, faciles, immédiates pour valoriser justement cette compétition, lui redonner un tout petit peu pourquoi est-ce qu'elles sont... Enfin, je sais qu'on ne peut pas répondre à la place de Frémaux et de Lescure, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail là aussi à faire ? Mais le travail, c'est la ciné-fondation. C'est la sélection des films d'école. Et la sélection de courts-métrages, je suis d'accord, moi j'oublie même qu'elle existe. Enfin, je parle autant la sélection de la semaine à la critique et de la quinzaine des réalisateurs sont des super sélections de cours, ou en tout cas sont des sélections travaillées, voilà. Après, mais en tout cas, ce sont des super sélections de cours. Et d'ailleurs, la plupart des gens beaucoup des gens qui ont fait des films, des premiers longs remarqués sont passés par là. Donc c'est quand en audience et en spectateur là-bas, c'est des mauvaises conditions de projection et de visibilité, mais par contre, c'est une très bonne qualité de sélection. La sélection officielle, bon, je crois qu'il n'y a pas de comité de sélection, il y a des films, il y a des films qui passent hors comité de sélection, c'est très particulier comme voilà. Donc, on ne la considère pas vraiment.
Non, mais j'ai l'impression qu'ils laissent entendre qu'ils s'intéressent pas trop à ce format, en fait, aussi par leur. Enfin... C'est comme si Avec des mondes pas. c'est comme si c'était effectivement le festival de la Palme d'Or du court-métrage de moins de 15 minutes. Et je pense que les gens, quand on voit leurs films d'ailleurs et qui sont pris, après, je regarde ça de très loin. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une sélection là-bas, mais il y a très peu de Français. Enfin, il me semble que c'est. Et pour le coup, on parle quand même, encore une fois, je dis, moi, d'un pays où on est quand même juste les rois du monde, quoi, pour faire des films, quelle que soit leur durée, en termes de guichets et tout ça. Alors que justement, dans les autres pays, parfois faire un film de 15 minutes, c'est vraiment parcours du combattant. Alors, je peux vous dire que personne n'est payé. Enfin, on le fait en piquant le matos d'un long, d'un nain. Et du coup, pour le coup, je pense que des gens visent ce format de moins de 15 minutes. Et bon, après, c'est toi qui parlais un peu, parce que tu avais vu les trucs l'année dernière, qu'il y avait un certain formatage aussi. Voilà, qui était comme une espèce de température, la même qu'en compète, c'est-à-dire des choses très sérieuses, mais pas pour rigoler, quoi. Il y a la quinzaine et la semaine. Non, la quinzaine et la semaine, ça n'a rien à voir. Je me permets. Pour le coup, il n'y a pas de limitation, enfin, c'est très différent. Je me permets d'intervenir. Il y a encore une question, mais en même temps, il faut falloir qu'on conclue, qu'on passe au débat suivant. La notion de formatage, nous, au rock, on n'en veut pas. Un court-métrage, la définition, elle est claire. On va jusqu'à 59 et des brouettes. C'était une histoire de longueur de pellicule en 35 mm. Le Festival de Cannes ne définit pas ce qu'est le court-métrage. Le court-métrage, on en fait parce qu'on en a envie. On définit des trucs. Après, il y a la télévision qui va formater plus ou moins. Mais en même temps, les télévisions aussi, comme dit Marine, on peut faire du moyen. On peut aller plus loin. C'est ce qu'on revendique. On va parler de festival en deuxième partie. On est obligé de couper, d'arrêter, de repartir sur le festival. Et il y a une dernière question. On a jusqu'à 16 heures, non? Une dernière, encore 15 minutes? Bah alors, on a encore 15 minutes. Mais après, on boit un verre et on y va. On pose une dernière question, enfin plus du coup, s'il reste 15 minutes. Court-métrage, incubateur de talent. C'est pas tout à fait ça. Bonjour, moi je suis Sophie Bousseau pour la région Grand Est. Alors je voulais faire 2 remarques, puisque donc on a pas mal parlé des régions comme financeurs, effectivement. Alors je voudrais rétablir une crainte qui a été évoquée tout à l'heure par Jean-Christophe. Alors en tous les cas en Grand Est, il n'est pas question de diminuer le montant d'aide au court-métrage, puisque donc le Grand Est, c'est la fusion des 3 anciennes régions, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Donc on a juste pris le montant qui était accordé précédemment dans les 3 régions et on l'a agrégé pour faire un fonds qui a même été augmenté cette année. Donc on est très... On travaille beaucoup sur l'accompagnement du court-métrage. C'est un secteur que déjà nous, en Champagne-Ardenne, avant, on portait beaucoup et qu'on continue. Moi, j'ai une remarque à faire. On travaille aussi, par exemple, beaucoup avec les salles de cinéma sur d'autres projets. Moi, je travaille aussi beaucoup avec l'éducation à l'image. Et quand même, il y a Clermont-Ferrand, bien sûr, les gens viennent là pour regarder du court-métrage. Donc, c'est un peu la quintessence de la diffusion du court-métrage. Et tout le monde adore aller à Clermont parce qu'en effet, on est entouré de gens qui viennent voir du court et qui s'en régalent. Moi, j'ai vu ça pas tout le temps ailleurs, et c'est vrai que en tant que responsable du fonds court-métrage en région, on essaie de faire en sorte que les salles aussi soutiennent la diffusion du court, même si on est maintenant aujourd'hui sur une multidiffusion de court et que la salle n'est pas évidemment le seul média, mais quand même, on ne peut pas oublier la salle. Moi, beaucoup de salles de cinéma avec qui je travaille ont beaucoup de mal à diffuser du court-métrage. Pour différentes raisons. Alors ils sont toujours partants pour nous prêter une salle quand on veut faire une soirée court. Donc sur les cours de la région, voilà, on fait une soirée gratuite, on invite très largement, on fait un coup à boire, voilà, on invite les équipes. Bon, et en faisant vraiment ce travail-là, qui est un vrai travail de distributeur, où on fait vraiment venir les gens, on arrive à avoir un peu de monde dans les salles. Mais diffuser du court comme ça, sans un accompagnement ultra développé, c'est très difficile. D'abord, les salles, elles ont leurs contraintes de programmation et caser un cours, effectivement, comme souvent il est long, c'est-à-dire il fait plus de 10 ou 15 minutes, c'est difficile. Dans les médias, on parle pas tellement du court-métrage. Enfin voilà, moi, dans les dispositifs d'accompagnement et d'éducation à l'image, il y en a un peu, mais peut-être pas suffisamment.
je ne sais pas si le regard des jeunes est très très formé à regarder du court. Donc voilà, moi je suis en demande d'une réflexion et de tout ce travail-là sur comment accompagner la diffusion du court, aussi dans les salles et auprès du jeune public, qui est quand même un public captif. Et je pense que même s'il y a des initiatives, hein, bien sûr, qui sont menées, on pourrait en mener beaucoup d'autres. Et je pense qu'on peut pas oublier. Enfin, voilà, la salle reste quand même un lieu où on aimerait vraiment que le public, le tout public, et en dehors des festivals, aille voir des films. Voilà, c'était juste une remarque. Merci pour votre intervention. Court-métrage incubateur de talent. Si je pose la question au hasard, Arnaud, c'est le cas? Qu'est-ce qu'on fait à premier plan? On a commencé un peu à dire ça tout à l'heure, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit, mais par contre, je voudrais même dire qu'incubateur de talent, c'est pas, parce qu'on a parlé que des réalisateurs, mais les courts-métrages, c'est quand même un lieu de première fois de souvent de toute une équipe. Et c'est un incubateur de talent de tout le monde, parce que quand je vois les agents qui viennent repérer des jeunes talents comédiens, quand je vois... moi, je découvre aussi bien des réalisateurs que des producteurs chaque année. Je veux dire, Thomas Marchand, qui devait être là, je sais pas où il est. Thomas m'a appelé, il est au CNC. Thomas, je l'ai connu il y a 15 ans, il montait avec le premier film de Catel. Enfin, il était tout jeune et il démarrait, il commençait à être assistant d'Yann Dedet. Tous ces gens-là, on les repère aussi. Enfin, c'est un lieu où même ils expérimentent. Tout à l'heure, Lucie disait... Ils ont envie de faire le film pour rien. Bon, c'est aussi qu'ils ont besoin ils ont besoin aussi d'exister. Ils savent que c'est primordial et que travailler sur des projets passionnants, bah ça, on continue quoi. Moi, pareil, quand tu as commencé, on s'est connu quand moi je commençais à programmation toile, tu sortais d'ici en production et donc c'est aussi des lieux où les courts-métrages qui permettent de s'essayer quoi. Je pense que. Et si je pose la question à Marine Jouven, par exemple? Le court-métrage, on voit finalement les films que tu préachètes ou achètes en cours. Est-ce que, in fine, ça se voit sur l'antenne aussi, après, en long, ou autre chose? En série télé ou Alors oui, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est aussi... D'abord, il y a certains producteurs qu'on a accompagnés du court au long, il y a certains réalisateurs qu'on a accompagnés du court au long. Il y a des auteurs, je pense à Jean-Christophe, on s'est rencontrés à Clermont-Ferrand, c'est parce qu'on avait beaucoup aimé le travail de Vincent Mariette aussi qu'on a eu envie de faire Tristesse Club qu'on n'a pas fait, mais du coup maintenant on a réussi à faire Les Fauves ensemble. Enfin voilà, c'est aussi des rencontres où on est sensible à ce qu'on aime et ce qu'on repère en cours et ce qu'on va voir après sur le long ou sur la série. Lucie parlait de cannabis, c'est un bon exemple. C'est aussi parce que ce qu'elle a fait en moyen a donné envie à d'autres partenaires qui venaient pas du cours de lui faire confiance sur de la série et ça amènera d'autres choses. Nous, on a une série de 26 minutes en tournage en ce moment. C'est 2 auteurs qui sortent d'ailleurs de la section scénario série télé de la Fémis. Voilà, il y en a une qui avait plutôt fait une web-série et elles ont trouvé comme réalisatrice, la productrice a choisi la réalisatrice sur la base des cours qu'elle avait réalisés. Et c'est Émilie Noblet qui vient aussi de la Fémis. Mais donc en fait, tous les attelages sont possibles et nous on regarde ça évidemment avec beaucoup d'attention. Et l'expérience d'une comédienne qui fait du cours. Et qu'est-ce qu'elle... Après, comment ça s'enclenche? C'est-à-dire... Le passage du court au long, dont on parle, éventuellement, c'est le sujet de la table, l'incubateur. Oui, ça se fait en parallèle, ou c'est vrai qu'il y a, par exemple, 3 réalisateurs là, qui préparent leur long. J'ai fait leur cours avant et je vais faire leur premier long. Donc oui, j'ai rencontré des auteurs sur les cours avec qui je vais continuer à travailler, donc il y a une fidélisation. Mais après... finalement, oui, ça se fait en parallèle. Mais après, il y a des. Je suis pas sûre que Assayas avait vu les courts-métrages que j'avais fait quand il m'a choisi. Il regarde pas les courts-métrages, mais. Assayas non, mais les agents, les directeurs de casting.
Oui, les directeurs de casting ont permis d'amener justement à oui, voir les directeurs de qu'il y a casting. Oui, non, mais bien sûr. C'est important de. Enfin, c'est super important. Enfin, on m'a vu dans plein de courts-métrages et ça a donné envie à des réalisateurs, des auteurs, des directeurs de casting. Vincent Macaigne, Un monde sans femmes, franchement, c'est ça qui... Enfin, les gens, ils l'ont vu, Laure Calamy en même temps. Mais Laure Calamy, c'est pas pareil parce que, comme c'est une actrice de théâtre surpuissante, en fait, on la connaissait déjà. Non, mais un petit peu. Mais Macaigne, puis les gens, surtout. Enfin, je veux dire, les réalisateurs... Ouais, voilà. Enfin, enfin, moi, je sais pas. Puis, c'est vrai que rencontrer le désir pour un acteur, il peut vraiment venir d'un seul court métrage où on se dit, oh là, ça y est, je vois ce que je vais vouloir chez lui. Enfin, c'est sûr. Et je vous parle pas des techniciens parce que là, on n'en parle pas, mais je veux dire, pour moi, je préfère rencontrer un chef-op qui a fait 5 films que je trouve puissants en court métrage que 3 longs ultra formatés qui m'intéressent pas dans son travail de l'image, qui se ressemblent tous, par exemple. Et voilà. Alors, dans Incubateur de talent, il y a talent. Et nous, au Rock, ce dont on croit, c'est au talent, c'est au court-métrage, c'est avant tout ça, c'est un format à part entière. Il y a une femme qui rêve de poser une question, là. Alors, il est quelle heure Soyons clairs. Vraiment, je trouve ça pas très sympa. Dites-moi des horaires clairs. Je pense qu'on poser la question. C'est la dernière question. Je viens de Washington, aux États-Unis. Voilà, bonjour, je viens de Washington. Je suis arrivée ce matin et je pense pas pouvoir rester pour la deuxième table ronde parce que je suis vraiment très fatiguée. Mais vraiment, je trouve ça intéressant. Je suis la directrice de l'Alliance française de Washington DC et chaque année à Washington, nous avons un festival de courts-métrages qui s'appelle Euro-Asia, qui réunit 4 pays, dont la France, et européens, et 4 pays asiatiques. Et pour faire connaître ces courts-métrages, moi j'adore le cinéma, je fais ma thèse de Sciences Po sur le cinéma il y a longtemps, j'aurais bien voulu avoir comment faire pour avoir justement des jeunes talents, faire découvrir dans le cadre du festival que l'on organise à Washington, découvrir leurs courts-métrages. Alors nous avons un format de temps parce que malheureusement nous sommes 8 pays. Donc nous avons 30 minutes maximum qui peuvent être en plusieurs petits courts-métrages pour 30 minutes et puis une finale aussi où on a 10 minutes le dernier jour. Donc comment vous parlez de diffusion depuis tout à l'heure, mais vous ne vous intéressez pas à ce qui peut se passer dans les centres culturels. Alliance française, nous ne sommes pas gouvernementaux, nous ne sommes pas l'Institut français, attention. Donc qui sont à l'étranger et qui peuvent être intéressés de vous recevoir et de recevoir votre film, au moins, puisque nous n'avons pas beaucoup de moyens, nous ne recevrons pas d'aide du gouvernement français. J'ai pas toutes les réponses. Mais toujours est-il que si on fait des œuvres, c'est avant tout pour les diffuser. Plus de 500 courts-métrages ont un visa par an en France. Il faut s'intéresser. Il y a des organismes qui diffusent le court-métrage, beaucoup. A priori, vous n'avez pas de problème d'accessibilité aux œuvres. Ou alors, on s'est complètement planté sur notre modèle. Des commentaires. Un commentaire. Il nous reste 3 minutes. Dixit. Juste pour vous répondre très pratiquement, donc agence du court-métrage, notre vocation, c'est de réunir l'ensemble de la production française au sein d'un catalogue qui est disponible en France et à l'étranger. Donc les films, ils existent et il y a un lieu pour ça, pour y accéder. Xavier, il va falloir qu'on conclue. Xavier Moi, je vais remercier surtout les intervenants, le public tout d'abord, d'être venus. Merci pour les questions qui ont pu être posées. Merci Marine, merci Jean-Christophe, merci Arnaud, merci Lucie et merci Sigrid. Bravo en tout cas pour votre parcours, qui n'est qu'à son début en tout cas. Merci de défendre le court-métrage, sa diversité, son audace, sa persévérance en tout cas, parce que c'est aussi parfois un parcours du combattant. Merci d'être là pour initier les talents. Et je rebondirai juste sur une phrase que Lucie a dit tout à l'heure, qui est assez belle, mais c'est un autre débat. Elle dit « J'ai voulu être réalisatrice et faire mon premier long, mais vous êtes réalisateur dès que vous faites des cours. » Et alors, c'est un autre débat, c'est la question de la légitimité. En fait, c'est la question du salaire, en fait.
C'est la question d'avec quoi on vit. C'est-à-dire, si on est né avec une cuillère en or dans la bouche, il n'y a pas de problème, en fait. Mais en même temps, si on doit gagner sa vie, à un moment, c'est ça, en fait, c'est la question du métier. De quand est-ce que ça devient la manière dont on gagne sa vie si on en a besoin. Voilà, c'est ça. Mais ça signifie aussi qu'effectivement, ne pas oublier qu'on a commencé le métier quand on a fait des cours et non pas quand on a fait des longs, parce que c'est important, votre personnalité, vos personnalités, c'est affirmement. Merci à toutes, merci à tous, merci. Et donc le débat dans un quart d'heure. Un quart d'heure. Consacré. Le court-métrage, les festivals, pour aller plus loin. 15 minutes, pause, et on revient. Laissez vos affaires là si vous voulez. Merci à tous, à toutes. Ouais, je pourrais intervenir là. Non mais comme non mais, mais c'est très vrai parce que même pour beaucoup, tant qu'on n'a pas fait de l'eau, les réalisatrices, il ne faut pas considérer comme ça. Bah en tout cas, moi je me considère que c'est un problème de long. Ça commence sa carrière en 2013 alors qu'il y a 5 ans de métrage avant. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est sûr. Mais c'est comme ça que c'est C'est un film. Comment? J'ai l'impression d'avoir zéro à la copie là. Non, pas du tout. Je ne sais pas ce que tu parles de. Tu remplaces tout. Oui.